Bonjour Arnaud. Bonjour David. Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in, un tour d'inclusion. Tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin pour enregistrer avec moi. Écoute, j'ai plutôt une bonne énergie ce matin. J'ai plutôt une bonne énergie. C'est un mois assez chargé sur ce mois de novembre pour mes activités, mais il y a plutôt des choses qui sont en train de se mettre en place de manière positive. Donc on va dire que ce matin, j'ai plutôt une énergie assez positive. Cool, Et j'adore les gens je te enthousiastes. remercie pour l'invitation. C'est très gentil. Écoute, c'est un honneur de te recevoir sur Limitless. Et pour ma part, mon petit check-in, ce week-end, j'ai fait un petit bloc de 8 heures de trail, parce que je me prépare pour la Saint-Élion, dont une partie de nuit. Et donc là, cette nuit, j'ai vraiment bien dormi, bien récupéré, et C'est ça fait du important. bien, d'autant plus que j'ai une petite fille en bas âge là qui a un mois, donc les nuits sont correctes, Oui, mais parfois oui. un petit peu dégradées quand même. Ouais, c'est T'es un papa exploit aussi? d'avoir une bonne nuit. Ouais. T'es papa aussi? Ouais, tout à fait. Donc je comprends parfaitement. Je suis passé par là. Donc je comprends parfaitement les nuits qui sont très très courtes, le manque de sommeil et le sommeil c'est un élément déterminant hein, pour ne serait-ce que la prise de décision, hein, pas forcément pour la performance sportive, mais ne serait-ce que pour la prise de décision dans les décisions du quotidien. Le sommeil est un élément important, très clairement. Complètement. D'ailleurs, je dis, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je pense que le sommeil pourrait changer le monde, parce que moi, je m'aperçois à quel point je suis bienveillant, patient, etc. lorsque j'ai bien dormi, et à l'inverse, à quel point je peux être tendu, exécrable et avoir de la difficulté à trouver de la clarté dans mes pensées lorsque j'ai mal dormi. Et d'ailleurs, dans mon rôle de père, où j'ai choisi une parentalité plutôt bienveillante, où j'essaie de communiquer avec ma fille, lui expliquer le pourquoi du comment, du cadre, plutôt que d'avoir une relation hyper descendante et hyper horizontale. Je m'aperçois de la nécessité d'avoir bien dormi pour répondre à ce rôle et justement pas tomber dans le non, c'est comme ça et tais-toi, quoi. Exactement, très clairement, tu fais bien. Et toi, tu as eu l'occasion on aura l'occasion d'y revenir, mais d'expérimenter les limites du sommeil quand tu as réalisé ton exploit de traverser de l'Amérique à vélo. Et tu as reçu des tas de gens sur ton podcast Ultra Talk qui ont repoussé les limites de l'endurance. Dans l'endurance, il y a le côté, on pense tout de suite au côté cardiovasculaire, etc. Mais il y a aussi surtout le mot endurer, le fait de dépasser ce qu'on pense être capable de faire, de dépasser ses limites physiques, ses limites mentales. Et souvent dans la souffrance, dans la douleur. Est-ce que, après avoir interviewé 270 personnes sur ton podcast, est-ce que tu as remarqué une espèce de point commun? Pourquoi est-ce qu'ils courent? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans cette difficulté, dans cette souffrance, dans cette douleur, dans ce dépassement de soi? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante hein, parce que j'ai eu la chance de rencontrer effectivement 200, ouais, je suis à mon épisode 280 ou deux, oui, c'est ça, 280, je crois, sur Ultra Talk, plus une centaine sur dans la tête d'un cycliste. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai quand même une vision un peu différente, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un côté, c'est assez complexe en fait. Je pense que c'est un mélange de capacités physiologiques qui font que parfois c'est de l'automotivation, c'est-à-dire du fait d'avoir des capacités physiologiques à la base, parce que je suis convaincu que dès la naissance, on a ces capacités. Alors après, elles se travaillent ou pas, hein, très clairement. Hein, certains les travaillent pour aller encore plus haut. C'est ce qui fait la différence avec ceux qui deviennent des grands champions et ceux qui restent des potentiels. Et je pense que c'est une question d'objectif, d'automotivation, d'autosatisfaction. Je mets pas la fierté dedans hein, parce que alors, ça représente probablement un pourcentage qui est un faible pourcentage de personnes sportives, tous sportifs confondus, qui ont une fierté un peu mal placée et qui leur fait faire des choses au-delà des limites. Mais à la base, je pense que c'est une question de vivre l'instant présent. Toutes ces personnes-là font les choses pour vivre quelque chose d'extraordinaire, être fier de soi, bien évidemment, mais c'est surtout cette sensation de liberté, en fait. Je pense que c'est ça qui fait que tu te rends compte que tu vis quelque chose d'extraordinaire, que tu as cette chance-là, et donc tu te mets un petit peu comme dans une bulle où bah tu acceptes tout l'inconfort,
que ça soit de l'inconfort sur le sommeil. Hein, on l'a dit, le manque de sommeil, c'est une torture, hein, très clairement. Donc, tous ces champions-là acceptent de se mettre dans un inconfort pour une durée plus ou moins longue, justement parce qu'ils savent que c'est un moment ponctuel dans leur vie. Et que dans quelques heures ou dans quelques jours, ça ne sera que du passé. Donc c'est supporter ce qui est en train de se passer et tous les entraînements qui ont été faits et le chemin qui les a amenés là aujourd'hui a été construit pour cet instant-là et de supporter eh bien quelques heures ou quelques jours cet inconfort physique, matériel, mental, pour qu'ensuite ça ne soit qu'une expérience qui va pareil ramener une couche d'expérience supplémentaire sur leur parcours pour leur permettre de progresser et de se développer, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est ce qui t'a motivé, toi, à faire la race cross aux États-Unis? Tu penses que tu avais des capacités physiologiques Non. et que elles étaient latentes et qu'il fallait les exploiter? Non, moi, tu sais, je me réveille encore très souvent les matins en me disant, mais comment j'ai fait, en fait? Comment j'ai fait? Et c'est intéressant, cette question, parce que c'est pour ça que je la pose souvent à mes invités aussi, c'est l'après. Comment ça se passe l'après? C'est-à-dire qu'une fois que ce que tu as réalisé, c'est terminé, il s'est passé quoi les jours, les mois d'après? Puisque, pour ma part, moi, j'ai mis 5 ans pour réaliser vraiment l'exploit, et je le dis en toute humilité, hein, je suis totalement à ma place, je suis pas du tout un grand champion, mais ce que j'ai réalisé, pour le coup, là, il faut quand même aller chercher des ressources assez extraordinaires, et j'ai mis 5 ans pour réaliser à quel point ce que j'avais fait était quand même assez costaud. Mais en même temps, je m'étais entraîné pour ça. Donc quand je l'ai fait, c'était pas une surprise pour moi parce que je m'étais entraîné depuis 18 mois pour ça. Donc je savais que ça allait être compliqué et difficile. Mais l'après, alors déjà, j'ai pas fait de sport pendant quasiment un an derrière, parce que j'avais besoin de récupérer mentalement. Ça avait été tellement compliqué de caler tous mes entraînements dans mon emploi du temps, que derrière, je voulais plus de contraintes. Je voulais retourner m'entraîner ou prendre mon vélo juste quand j'en avais envie et pas par contrainte. Et ça a pris un an. Mais j'ai mis 5 ans pour réaliser à quel point j'avais été chercher très très loin dans mes réserves. Et moi, ce qui m'a motivé, en fait, c'était juste de vivre, de traverser les US. J'étais pas du tout à la base, j'étais cycliste. J'ai eu un bon niveau amateur, mais pas du tout. On parlait de la physiologie. Dès que j'ai côtoyé le haut niveau amateur français, j'ai vite pris conscience que j'avais pas les capacités physiologiques pour aller au-delà. Donc là-dessus, j'ai pas de regrets. Je sais où sont mes qualités, mais je sais aussi où sont mes opportunités qui font que physiologiquement ça passe pas. Voilà. Donc j'avais pas de regrets. Je pense que je m'épanouis plus dans l'endurance que que sur des épreuves où quand tu es amateur et que tu veux passer professionnel en cyclisme, à un moment donné, il faut savoir grimper. Voilà, si tu passes pas correctement les bosses, toutes les courses par étapes ou les grandes classiques sont faites d'ascension. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, physiologiquement, j'avais pas du tout les compétences pour être un grand coureur professionnel, ne serait-ce qu'un petit coureur professionnel, juste un bon amateur français, tout simplement. Et puis la Race Cross America, j'avais jamais fait vraiment de longue distance auparavant. Hein. Pour beaucoup, la Race Cross America est le Graal d'un aboutissement d'une carrière de cycliste ultra distance. Moi, ça a été le début. Moi, j'ai commencé tout de suite par ça. Et j'ai pris une énorme claque. J'ai pris une énorme baffe. Très clairement, ça m'a mis KO au début parce que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Et puis après, tu te mets, pareil, tu es dans un état un peu de méditation. Et là, je pense que c'est ton caractère qui ressort. C'est qui tu es vraiment qui ressort, en fait. Voilà. C'est le comportement que tu as après t'être pris une grosse baffe qui t'a mis KO. C'est là où tu sais vraiment qui t'es. Et ça, pour le coup, ça te marque. En tout cas, je parle pour moi, hein, pour ce qui me concerne, moi, ça a changé ma vision de la vie. Et alors, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais plus faire derrière. Et ça a vraiment orienté toutes mes décisions à venir, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Ce moment-là était très très marquant pour moi. Et même encore maintenant, tu vois, quand j'ai des challenges ou des conférences à donner ou des prises de parole, et je stresse forcément, hein, je stresse parce que c'est des moments importants. Je repense à ces moments-là en me disant, attends, prends un petit peu de hauteur, prends un petit peu de recul, regarde ce que tu as réalisé,
Donc c'est peut-être pas dans le même contexte, mais si tu étais capable de réaliser cette chose-là, de t'adapter et de réussir, tu sauras trouver les clés. Donc c'est aussi apprendre à se faire confiance, parce que quand on fait la Race Cross America, ben, on est capable d'envisager ce qui va se passer les 24 premières heures, 36 heures, mais derrière c'est le grand saut. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Et donc, ben, faudra trouver les clés. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra trouver les ressources. Et bien entouré d'une formidable équipe à 2 reprises. J'ai trouvé les clés sur le vélo, et une 3e fois, j'ai été manager d'un team, et on a réussi à battre le record d'une équipe de 2, et on a traversé les US en 6 jours. Donc 5000 bornes en 6 jours, c'est quand même assez incroyable, mais on l'a fait. Donc voilà, la Race Cross America, c'était beaucoup d'insouciance, parce que je savais pas où j'allais. Mais par contre, ça transforme une personne, et là je parle pour toutes les épreuves d'ultra, hein. Je parle pas que pour mon expérience personnelle. C'est ce que j'ai pu voir aussi à travers tous les invités que j'ai pu avoir, c'est que ces moments-là te font grandir. Voilà. Pareil, hein, c'est en toute humilité. Mais ces moments-là rajoutent une couche d'expérience et te font être à la fin une personne différente, que ce soit sur 24 heures ou 11 jours. Mais tu ressors pas intact mentalement de ces épreuves-là. Après, derrière, la clé, c'est qu'est-ce que tu en fais. Voilà. C'est qu'est-ce que tu fais de ça. C'est comment tu t'en sers pour devenir meilleur. C'est la grande question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À mon petit niveau, j'ai eu des expériences en alpinisme, en trail, Spartan Ultra, etc. Et alors que j'étais pas du tout prédestiné, moi, pour le coup, tu vois, j'ai aucune capacité physiologique inhérente de base. J'ai arrêté, j'ai eu une vie remplie d'excès pendant tout un moment où je faisais pas de sport, et donc plein de croyances limitantes aussi. Et donc ce que je suis capable de faire aujourd'hui m'impressionne par rapport à ma baseline et mon référentiel, mais surtout par biais de contraste, le fait d'aller justement dans l'endurance, dans le fait d'endurer, de dépasser ses limites physiques, mentales, mais aussi potentiellement se confronter à la peur. Tu vois, j'ai vraiment compris ce qu'était la peur de mourir en faisant de l'alpinisme. Et je trouve que ça remet très fortement en perspective tout ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut facilement tomber trouver plein de petites sources de stress. Moi, je suis entrepreneur et des problèmes, j'en ai à gérer tous les jours. Mais en fait, en perspective, comparé aux choses qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire ta vie à toi, ta famille, les gens que t'aimes, tes enfants, tout ça, c'est rien, tu vois. Et donc, je trouve que ça te donne, outre, comme tu le disais, le référentiel de dire j'ai été capable de dépasser ça, donc j'ai les ressources internes pour surmonter n'importe quoi. Ça a aussi tendance, enfin en tout cas pour moi, à me dire rien n'est grave. Enfin, rien n'est grave comparé à l'essentiel. Oui, T'as eu aussi, on se met souvent nos propres barrières, hein, les croyances limitantes, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est vraiment des discours internes avec notre petite voix intérieure qui sont, je pense qu'on les a. On a toujours ce dialogue avec nous-mêmes, très clairement, mais après, il faut savoir le capter, il faut savoir l'écouter, il faut savoir le contrer, parce que le cerveau c'est une machine assez complexe et très, très maligne. Et il y a toujours ce discours entre les 2 petites voix intérieures, hein, celle qui a envie de te pousser, mais celle qui a envie aussi de te dire faut arrêter, c'est trop dur, arrête. Puis t'as la petite voix qui reprend le dessus en disant non, il faut que je continue. Et puis voilà, donc c'est un dialogue qu'il faut apprendre à maîtriser, très clairement. Ouais, mais tu vois, par rapport à ce dialogue-là, on parle souvent de musculation, d'entraînement pour les muscles, même si la préparation mentale aujourd'hui est un peu plus en vogue, on voit quand même pas ces capacités comme des choses qui se testent, qui s'entraînent et qui se renforcent. Or, moi, j'ai vraiment la sensation que, à force de jouer sur les limites de ce combat interne, comme tu l'exprimais si bien, et ben petit à petit tu renforces cette résilience, cette ténacité, cette capacité à te dépasser, aller toujours plus loin. Et tu vois, c'est un peu l'histoire de la première fois que tu cours 1 kilomètre, tu craches tes poumons, t'es fatigué, etc. Et tu te dis mais comment des gens arrivent à en courir 44? Et puis après quelques mois, au final t'arrives à en courir 10. C'est juste ton entraînement classique de base hebdomadaire, ton petit running de décrassage, quoi. Et donc Ouais, complètement. Tu l'homme est sais, moi, vraiment adaptivore, quoi. Sur les États-Unis, et on me le demande aussi sur Race Cross France, en me disant, mais comment est-ce qu'on s'entraîne pour ce type d'épreuve, en fait? Comment est-ce qu'on s'entraîne? Et en fait, moi, la réponse que l'on m'a faite il y a 10 ans maintenant, et la réponse que je donne du coup, parce que c'est la vérité, c'est la meilleure préparation est de la faire une fois, en fait. La meilleure préparation, c'est de le faire une fois. Parce que ce genre d'épreuve d'ultra, alors je parle vraiment d'ultra, moi, tu vois, les États-Unis, c'était 5000 bornes, ou même la RAF, la Race Cross France, c'est 2500 bornes.
Tu peux pas t'entraîner en fait. Tu peux pas t'entraîner, c'est trop complexe. Donc la meilleure expérience et la meilleure préparation, c'est de la faire une fois. Et une fois que tu l'as fait une fois, tu sais beaucoup plus de choses et forcément, derrière, tu t'adaptes, tu modifies. En tout cas, tu sais où tu vas. Et quand tu fais du long, savoir où tu mets les pieds, où tu mets tes roues, c'est quand même un gros avantage, ne serait-ce que, on l'a dit, mentalement, très clairement. Je reviendrai de toute façon sur toutes les externalités positives que cet exploit a eu et a infléchi dans le cours de ta vie. Mais puisque tu parles de la préparation, je pense que c'est une bonne occasion d'y rentrer. Tu l'as dit, donc c'est 5000 kilomètres à courir, enfin à rouler plutôt en 12 jours. Donc ça fait 400 kilomètres par jour. Tu disais que j'ai vu sur une vidéo que tu roulais 20 heures par jour. Donc ça te laisse moins de 4 heures pour dormir, 16 000 calories brûlées. Enfin, c'est des chiffres qui font penser au Vendée Globe ou à ce genre de choses, quoi. Et une optimisation, que ce soit d'un point de vue nutrition, d'un point de vue sommeil et d'un point de vue physique, évidemment, et mental, euh, hyper large. Pendant ces 18 mois, justement, comment est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu travaillais ou tu t'es consacré Je uniquement à travaillais. ça? Non, non, je Tu travaillais. Je travaillais en travaillais plus? à cette époque, je bossais 8 heures debout. Enfin, je bossais en Apple Store. Je Ok. bossais en Apple Store et j'étais vraiment sur la surface de vente. Et donc c'était vraiment, voilà, c'était pas derrière un bureau, c'était vraiment debout en fait. Et 8 heures debout à piétiner, voilà, c'est quand même assez, c'est fatigant, mais en même temps, j'ai pris ça comme un entraînement. C'est-à-dire que je partais. Alors pour répondre à ta question, comment j'ai constitué ces 18 mois d'entraînement? Pas ces 18 mois de préparation, il y a déjà eu, on va dire, sur ces 18 mois, 12 mois de préparation du projet, tout en Hmm. continuant à avoir une base d'entraînement physique. Et quand tu montes ce genre de projet où c'est des budgets à 45 000, 50 000 euros, parce qu'il faut que tu emmènes 8 à 9 personnes avec toi pour t'encadrer en tant qu'équipier, le plus gros budget, c'est les billets d'avion. Et comme tu n'as aucune référence, tu trouves pas de partenaire comme ça facilement. Donc, tu vas chercher dans tes réseaux perso. Les grandes marques, te connaissent pas. Tu peux pas avoir de budget. Donc, tu vas chercher dans tes contacts perso qui te renvoient d'un contact à un autre. Et pendant 12 mois, ça a été ça. Donc, tu apprends à gérer la frustration. Donc, c'est déjà être au départ d'une telle épreuve, c'est déjà une victoire. Parce que ça veut dire que tu as réussi à convaincre des gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont permis de réunir un budget aussi important. Et donc, c'est aussi de la motivation parce que tu sais que tu n'auras pas 50 000 occasions de le faire et que tu n'en auras qu'une. Donc, il ne faut pas la rater. Donc, ça aussi, c'est de la prépa mentale et de la motivation. Donc, pendant 12 mois, tu prépares ton projet, tu constitues ton équipe dans laquelle il faut chercher les bonnes compétences. Ça aussi, c'est l'expérience. Les bonnes personnes au bon endroit, disponibles au bon moment, avec les bonnes mentalités qui sont capables de s'entendre les unes avec les autres pendant 12 jours dans un camping-car qui n'arrête pas. Donc voilà, tous ces points-là ont été 12 mois de préparation de projet pour ne rien laisser au hasard et être le plus compétitif possible. Et puis ensuite, les 7 derniers mois, on va dire, avant le départ, là, pour le coup, je me suis vraiment focus sur mon entraînement physique où j'ai passé la main sur tout ce qui est logistique opérationnelle à mon chef d'équipe. Et là, je me suis focus sur l'entraînement et je ne me suis fait aucun cadeau. Quand je dis je me suis fait aucun cadeau, c'est que j'avais eu la chance de la faire 2 ans auparavant en équipe de 2. Donc je savais où j'allais. Et là, j'avais vraiment souffert. Donc je savais où je mettais les pieds. Et donc, je ne me suis fait aucun cadeau. Et se faire aucun cadeau, c'est aller s'entraîner à 5 heures du matin quand tu embauches à 9 heures. Et c'est de reprendre le vélo derrière. C'est d'avoir de la privation de sommeil. Et en fait, c'est de prendre tous les inconforts physiques, mentaux, tout ce que tu veux, tout ce qui est inconfort, de le prendre comme une occasion de t'entraîner. En se disant, le jour où tu seras en difficulté, tu te remercieras toi-même d'avoir été si loin dans ta préparation. Et c'est comme ça que j'ai constitué ma prépa, en ne me faisant aucun cadeau. Et j'ai été au départ très clairement dans la meilleure forme que je pouvais être. Hein. J'étais préparé, j'étais motivé. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, quand tu pars pour 5000 km, tu comptes pas les kilomètres tous les jours, hein, parce que sinon, tu te dis, il me reste 3000 bornes, il me reste 4000 bornes, il me reste 2000 bornes. Et là, tu gamberges dans ta tête. Donc, je m'étais fixé 4 sous-objectifs. Tu vas pointer un objectif après l'autre. Moi, mon objectif n'était pas de performer. Hein. Ça aussi, c'est important quand au départ d'une épreuve comme ça. C'est pourquoi tu es au départ en fait. Est-ce que c'est pour performer ou est-ce que c'est juste pour être finisher?
Et la stratégie, elle est totalement différente si tu veux être sur le podium ou si tu veux être finisher. Et moi, comme je n'avais jamais fait 5000 km en vélo, en moins de 12 jours, je savais où je mettais les pieds parce que je l'avais fait 2 ans auparavant en équipe de 2. Et vraiment, j'avais vraiment souffert. Je voulais juste être finisher parce que je savais que c'était déjà un exploit. Donc, avec le recul, bien évidemment, c'est facile maintenant de dire j'aurais su, je serais parti plus vite parce que je suis parti très lentement. Très lentement et jusqu'au Kansas, c'est-à-dire milieu des États-Unis, j'ai vraiment été sur la retenue et j'ai vraiment lâché les chevaux à partir du Kansas. Et avec le recul, je suis parti beaucoup trop lentement parce que j'aurais pu faire une performance beaucoup plus importante. Mais ça, c'est avec le recul et la connaissance de mon potentiel. Mais c'est comme ça que j'ai préparé, avec une partie vraiment focus sur l'orga, la logistique et on va dire 2 tiers. Et le dernier tiers a vraiment été focus sur ma préparation physique en me faisant aucun cadeau et toutes les occasions d'inconfort étaient pour moi une préparation. Et au final, tu as découvert dans ce processus-là le métier d'entrepreneur parce que quelque part, aller chercher des financiers, fédérer une équipe, monter un projet comme ça, c'est monter une entreprise, c'est être un chef d'orchestre. Et donc, c'est peut-être ce qui t'a donné un asset supplémentaire pour la suite de ton aventure professionnelle, puisqu'après, j'ai vu que tu avais créé des boîtes, que tu avais importé notamment la Race Cross en France, etc., que tu avais eu Ouais, plusieurs projets de ce type. Clairement, si tu montes ce projet-là, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur. C'est comme monter une petite entreprise. Il faut que tu fasses ton BP, faut que tu fasses ton BP, faut que tu fasses tes comptes, que tu fasses tes budgets, que tu saches précisément combien tu vas dépenser d'alimentation pour toi et pour ton équipe par jour. Parce que sinon, tu vas droit dans le mur et ton équipe se retrouve au milieu des États-Unis à plus rien avoir à manger. Donc, si ton équipe ne mange pas, elle n'est pas performante. Si elle n'est pas performante, elle peut pas t'accompagner et te suivre à 12 à l'heure la nuit, ce qui est obligatoire dans cette épreuve. Et là, tout s'arrête. Donc, oui, c'est avoir l'esprit d'entrepreneur. Et effectivement, derrière, bah, ça a changé beaucoup de choses parce que ce fil conducteur qu'est le cyclisme est devenu vraiment non pas un petit fil conducteur, mais vraiment un gros trait dans ma vie. Et aujourd'hui, bah, c'est au centre, hein, le sport, le cyclisme de manière plus précise. Voilà, est au centre de toutes mes activités, alors qu'avant c'était juste une passion et un loisir. Et tu disais que tu t'entraînais dès le matin à 5 heures du mat avant d'aller bosser. Puis après, tu avais toute ta journée de boulot. Tu repartais le soir. Je sais pas si tu avais déjà une vie de famille ou une compagne à cette époque, mais on imagine à quel point ça peut être demanding en termes de volume horaire, surtout avec un boulot. C'est bien, je pense, de se mettre dans l'inconfort. Et puis, on entraîne ce dont on parlait tout à l'heure, cette ténacité, cette résilience, le muscle mental autant que le corps. Mais pour autant, la frontière est potentiellement ténue entre l'entraînement, la préparation et la difficulté, et le surentraînement et le fait de pas être capable de surcompenser et de récupérer. Bah, écoute, très clairement, c'est un deal. Alors là aussi, c'est important. J'avais une petite fille en bas âge, et c'est un deal que tu fais en famille. C'est-à-dire quand tu te lances dans ce genre de projet, on parlait aussi l'esprit d'entrepreneur. Donc ça, certes, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur, mais il faut aussi que ça soit très très clair au niveau de la famille. Et qu'il n'y ait pas de non-dit. Sinon, très clairement, ça explose en vol. Ça demande tellement d'entraînement. Tu t'entraînes comme un professionnel. Hein. Moi, je regardais mes kilomètres, mes heures de selle. Je m'entraînais comme un professionnel. Voilà. Même un professionnel ne faisait pas autant de bornes que je pouvais faire. Donc, tu t'entraînes comme un pro, mais t'es pas un pro, en fait. T'as un job à côté. Donc, si tu comptes les heures que tu consacres à ce projet, plus tes heures au travail, bah, très clairement, t'es quasiment pas chez toi. Ou très peu, ou quand il y es, tu dors parce que t'es épuisé. Donc c'est vraiment un deal à faire en famille en disant voilà, pendant tant de mois, je me consacre à ce projet et toute la famille est en phase avec ça et auquel cas ton esprit est libéré de ce côté-là. Tu ne culpabilises pas d'aller t'entraîner, mais tu sais pourquoi tu vas t'entraîner. Donc ça c'est un point très important et si ça n'est pas validé dès le départ, c'est pour ça moi j'ai eu l'occasion de coacher des personnes qui se lançaient dans ce genre de projet, notamment les États-Unis. C'est une des premières questions que je posais à la personne, c'est est-ce que au niveau familial, tout est validé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est carré? Est-ce que la famille valide le projet? Sinon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. C'est marrant parce que je fais encore un parallèle avec l'entrepreneuriat. J'aide parfois, je réponds à des questions ou j'aide des jeunes entrepreneurs parfois qui veulent se lancer. Et
Et je dis que monter une boîte, c'est avoir un 5e membre de ta famille. Donc même si c'est ton idée, que c'est toi qui portes le projet, eh ben ça doit être une aventure commune et que l'ensemble des gens avec qui tu vis doivent être prêts à y participer parce qu'il y aura potentiellement des concessions à faire, que ce soit en termes de temps dispo, les premiers mois, les premières semaines, en termes financiers, parce que ça peut être un risque, etc. Et puis même en termes de charge mentale, parce que tout de suite, ça occupe potentiellement beaucoup de place dans les conversations, ça demande beaucoup de soutien. Donc, c'est assez marrant, je trouve, tous ces parallèles qu'on peut faire entre le sport de haut niveau, ou en tout cas le sport qui cherche à se dépasser, parce que quelque part, tu disais que ton objectif, c'était surtout d'être finisher, mais être finisher de quelque chose comme ça, c'est déjà un exploit, surtout pour le commun des mortels. Peut-être que pour certains extraterriens, comme dirait mon pote Berthe, c'est quelque chose de faisable, mais pour le commun des mortels, faire 5000 km en 12 jours, c'est complètement incroyable. Et d'ailleurs, je reviens sur cette question de sommeil. Peut-être que le fait d'avoir un enfant en bas âge à ce moment-là t'a entraîné à fragmenter ton sommeil et à être capable de justement de faire régulièrement des siestes, etc. Comment est-ce que tu t'es préparé un petit peu à dormir 3 heures par jour? Donc, je ne sais pas si c'était 3 heures en bloc ou c'était plusieurs siestes de 15 minutes au cours de la journée. Comment est-ce que tu t'es entraîné à ça? Alors c'est vrai que d'avoir un enfant en bas âge te choque au niveau de ton sommeil, donc indirectement ça te prépare physiquement, mentalement à ça très clairement. Mais après, bah, comme je l'ai dit, il faut entraîner son corps pardon à être réveillé un petit peu à toute heure du jour et de la nuit. Donc c'est un peu comme ça que tu te prépares, hein. C'est-à-dire aller t'entraîner tard le soir, aller t'entraîner tôt le matin, te réveiller en plein milieu de la nuit. Pourquoi pas tester aussi, ça je l'avais fait 2 fois, ne pas aller te coucher en fait, essayer de résister pour voir comment tu réagis au sommeil. Ça c'est très important parce que le sommeil fait sauter tous les filtres en fait. Le manque de sommeil, pardon, fait sauter tous les filtres émotionnels. Et c'est ce que je disais en début, mais à la fin, une fois que tu es épuisé, mais que tu dois être réveillé ou faire quelque chose, une activité, tes réactions sont tes traits de caractère en fait. C'est-à-dire que si tu es vraiment une bonne personne, une mauvaise personne, tout va ressortir. Tu peux pas tricher en fait. Tu peux pas tricher. C'est-à-dire que le manque de sommeil t'amène à un état où t'es nu. Voilà, t'es nu face à toi-même et tu sais qui tu es. Et c'est ces moments-là qu'il faut garder pour la suite. Et c'est ces moments-là qui vont être tes rebonds pour les moments difficiles derrière. Si tu es une bonne personne, après si tu es une mauvaise personne, bon bah tu le sauras et tu feras avec pour le reste de ta vie. Mais c'est vraiment ces moments-là qui font que le manque de sommeil fait sauter tous tes filtres émotionnels. Et donc, bah, tu sais de quoi tu es capable derrière, tu sais comment tu réagis dans les moments difficiles, et tu sais si tu peux te faire confiance dans les futurs moments difficiles ou pas, ou si tu auras besoin de support parce que tu n'en es pas capable. C'est intéressant de savoir. Hein. Mais après, comment tu fais? Oui, c'était 3 heures, c'était 3 heures d'arrêt, hein, donc c'était pas 3 heures de sommeil, c'était 3 heures d'arrêt. Donc ça veut dire pendant que ces 3 heures, bah, il faut te changer, il faut t'hydrater, il faut te laver, il faut manger et il faut dormir. Donc tu dors pas 3 heures. En fait, je dormais moi sur un bloc d'1 heure et demie. Au départ, c'était 1 heure et demie par tranche de 24 heures. Et puis, bah, très clairement, à la fin, ça suffit pas, t'es épuisé, tu t'endors au feu rouge. Moi, je m'endormais au carrefour sur mon vélo. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais à un feu rouge, la minute 30 du feu rouge, je m'endormais sur mon vélo. Et donc là, bah, tu rajoutes des petites siestes d'1 quart d'heure. Donc au départ, t'en rajoutes une. Et puis le dernier jour, j'en ai rajouté 2 parce que j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une torture, c'est que ça a été traumatisant pour moi. Ça a été traumatisant de lutter comme ça contre le sommeil. Il y a même des images que je revois, je serais incapable de dire où c'était et quand est-ce que c'était. Parce que il y a des moments, j'ai plus d'images, j'ai plus de souvenirs. Donc je dis pas que c'était la bonne chose à faire, mais avec le sommeil, il faut vraiment trouver la bonne limite pour être performant tout en récupérant, tout en te challengeant. Mais ça aussi, c'est de l'expérience et c'est de la connaissance de soi. Ça me fait penser à un livre, Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais qui montre justement tout ce que fait le sommeil, tout ce qui se passe dans ton corps d'un point de vue physiologique, d'un point de vue récupération musculaire, etc., mais aussi d'un point de vue cognitif, pour engrammer les souvenirs, pour faire le tri, pour supprimer l'adénosine qui s'est accumulée dans le cerveau et qui donne le sentiment de fatigue. Enfin, il y a vraiment un tas de processus qui se fait, et il montre même dans ce livre-là qu'on peut mourir du manque de sommeil. Donc il y a des gens qui ont des maladies, qui sont incapables de dormir, ils en meurent, quoi. On peut vraiment mourir du manque de sommeil. Non, le sommeil, Donc ce que tu fais très, quand très tu parles de important. torture,
Ouais, quand tu parles de torture, c'est une véritable torture, quoi. Et j'imagine en plus qu'à la fin, tu arrives dans des formes d'état de modifié de conscience où tu as potentiellement des hallucinations, tu Ah plus ben, tout à fait toi-même, si. tu as des hallucinations, hein, très clairement, mais c'est aussi cette expérience-là, tu vois. On disait que tout ça marque une vie et transforme les choses. C'est de cette expérience-là où bah, moi j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et c'est pour ça que quand je me lève les matins parfois, mais je me dis mais comment j'ai fait pour avoir un tel niveau d'engagement et supporter ça. Ça c'est assez extraordinaire. Euh, et depuis, bah, certes, j'ai importé le concept en France avec Race Across France, mais aussi en Suisse, en Belgique, à Paris. On a mis en place une règle de sommeil. C'est-à-dire qu'on a mis en place une règle qui impose à chaque participant de s'arrêter au moins un nombre d'heures par tranche de 36 heures. Parce que je sais par expérience que tu es plus lucide. Tu prends pas les bonnes décisions. Tu as des hallucinations. Tu peux t'endormir sur ton vélo. Et donc, tu te mets en danger. Donc, en pensant aux sportifs, en pensant aux familles, on a mis en place cette règle, ce protocole sommeil qui oblige les participants à s'arrêter 4 heures par tranche de 36 heures. Donc, et ça, c'est hyper important pour les sportifs, mais aussi pour les familles. Ouais, ce d'autant plus qu'on lie souvent le sport à la santé, mais là on est plus du tout dans le domaine de la santé. On est dans le domaine de Ah non, non, de l'exploration des limites physiologiques du corps. exactement, très clairement. Je suis désolé, je sais pas si j'ai des travaux au-dessus de chez moi. Je sais pas si tu les Ouais, entends. ouais. Oui, oui, j'entends. Bah, c'est pas grave. Peut-être que Riverside arrivera par son intelligence artificielle de pointe à les supprimer. Sinon, Ouais, je ça, vais couper mon micro quand je parlerai pas. Et du coup, justement, on sent quand même la douleur, la difficulté, la torture que tu as vécue pendant cet exploit. Bien sûr, tu étais mené par ton rêve, par ton envie d'y arriver, par tous les gens qui t'avaient fait confiance dans ce projet et à qui tu devais, entre guillemets, quelque chose aussi, parce que quelque part, en t'engageant dans ce projet, tu demandais à des gens de te suivre et donc tu leur as été redevable d'une certaine façon, j'imagine. Donc tout ça te porte pendant ces 12 jours. Quand tu arrives finalement à la ligne d'arrivée, est-ce que tu es encore suffisamment lucide pour te dire, pour ressentir quelque chose? Est-ce que tu es fier de ton exploit? Qu'est-ce que tu ressens? Ou est-ce que tu te dis, putain, ça y est, le calvaire est fini? Ou est-ce que tu réalises même pas en réalité? Tu t'endors, paf, sur la ligne d'arrivée. Ouais, non, en fait, du tout. Le sommeil n'est pas du tout présent à ce moment-là, paradoxalement, hein. C'est vrai que c'est là que tu vois que le mental a des ressources un peu incroyables, mais le sommeil n'est pas du tout présent. Et après, c'est vrai que quand tu arrives au bout d'un tel exploit, alors c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que rapidement, en fait, c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux, t'en as tellement marre de souffrir, d'avoir mal, d'être fatigué que tu le fais plus pour toi. En tout cas, moi, ça a été les messages internes que j'avais, c'est que je le faisais plus pour moi, mais je le faisais pour justement ces personnes qui m'avaient fait confiance, qui étaient dans la voiture derrière à rouler à 3 heures, enfin toutes les nuits, pendant 10 nuits, à 12 à l'heure, à suivre un type qui pédalait au milieu des US à une vitesse assez faible. Donc je le faisais pour toutes ces personnes-là, pour les membres de ta famille, pour les partenaires. Donc en tout cas, je dirais que peut-être la moitié de l'épreuve, si ce n'est plus, je le faisais, je remontais sur mon vélo et je pédalais, coup de pédale après coup de pédale, non plus pour moi, mais pour les autres. Tellement c'était douloureux. Parce que si tu le fais pour toi, t'arrêtes. Très clairement, t'arrêtes très très vite. Tellement t'avais mal. Moi, sur cette aventure, je le précise, mais j'ai été coupé, et dans le cyclisme ultra-distance, les douleurs à la selle sont très très importantes. J'ai été coupé à 12 endroits. J'avais 12 cloques sur une surface assez fine, hein, on va dire. Donc ça a été une véritable torture pour moi, ça aurait pu être un moment d'abandon. Et on a su en équipe trouver les solutions pour que je puisse supporter ces 12 blessures à la selle. Et après, plus tu arrives vers la ligne d'arrivée, plus tu prends conscience que tu l'as fait. Et ça, c'est la particularité aussi de tous les invités que je peux rencontrer sur mon podcast, hein, c'est que on se rend compte que en compétition, notamment en vélo, parce que c'est le domaine que je maîtrise, et peut-être même sur des épreuves de sprint, sur piste, tu vois, tu te rends compte de ce que tu viens de réaliser quand tu franchis la ligne sur des intensités très très courtes. Alors que sur le long, cette émotion est décalée. Elle arrive quand c'est très très long, quelques jours avant, où tu sais que tu vas le faire et que tout rien ne t'arrêtera. Sur des choses un peu moins longues, quelques minutes ou quelques heures, mais cette sensation, cette émotion est décalée. Et moi, c'était un petit peu le cas. J'ai très rapidement dit à mes équipes à la sortie du Kansas, je me souviens, un matin, j'étais vraiment, par contre, j'avais mal dormi, j'étais très fatigué, j'étais assez gonflé au niveau du visage.
Et je me souviens avoir dit à un de mes équipiers, je vais le faire, on va le faire, on va le faire, on va aller au bout. Alors que j'étais à 2500 bornes. Hein. Mais je savais que voilà, j'étais dans un état d'esprit où j'étais devenu un ultra. Et ça, je pense que ça va leur parler à beaucoup de dire à un moment donné, je suis devenu en mode ultra, tu vois, le fameux mode ultra. C'est que je savais que j'étais capable de tout supporter. Voilà. Là, c'était lancé. La machine était lancée. J'avais vraiment l'état d'esprit. J'avais passé ces premiers pics de douleur qui peuvent te faire arrêter. Et donc, je me mettais dans un mode automatique. Je savais que je pouvais pas rouler plus vite, mais que je pouvais pas rouler moins vite non plus. Il suffisait juste que je décide d'avancer. Et puis après, la ligne d'arrivée, c'est un mix de soulagement, parce que tu as été au bout du projet et tu l'as fait. Mais c'était surtout cette sensation folle de se dire j'ai traversé un continent à vélo. J'ai traversé le continent américain à vélo. Ça c'est pas du tout, tu vois, il y a pas d'histoire de record, de performance, c'est juste tu vois quand tu seras vieux et qu'on te dira t'as fait quoi dans ta vie toi? Tu pourras dire moi j'ai traversé la France du nord au sud, d'est en ouest à vélo, puis j'ai aussi traversé les US à 2 reprises à vélo. Puis j'ai été au Cap Nord à vélo aussi en hiver. C'est juste ça en fait. T'as fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? C'est pas d'avoir des millions, parce que ces sensations-là, même les gens les plus fortunés ne peuvent pas se les payer. Ces émotions-là, tu vois. Donc c'est juste, voilà, c'est juste. Si un jour, quand je serai vieux, on me pose cette question et toi, t'as fait quoi dans ta vie? J'espère que la personne aura une matinée devant elle pour qu'on puisse discuter de tout ça. Parce que voilà, plus il y aura des choses à dire, plus tu auras vécu des moments d'émotion intenses. Et quand tu es sportif, qu'est-ce qui te fait vivre? C'est les émotions. Tu sais, j'ai reçu sur ce podcast quelqu'un qui s'appelle Serge Rotelli, qui a été mon guide de haute montagne, qui m'a emmené en haut du Mont Blanc alors qu'il avait 67 ans. Donc, bien en forme, hein, le bouquetin. Et c'est l'une des personnes les plus riches que j'ai rencontrées de ma vie. Alors qu'il est même pas propriétaire de sa maison. Il a aucune économie, mais il a fait le tour du monde en courant, un marathon par jour pendant 5 ans. Et puis après, il a recontinué. En gros, il a mis 10 ans. Il a fait, je sais plus, 50 000 kilomètres comme ça en courant, un marathon par jour avec sa femme qui le suivait en scooter derrière et en s'arrêtant dans les cafés et les trucs, etc. Et il a une vie incroyable. Et tu vois ses yeux qui pétillent, cette force, tu vois, tu vois, j'ai souvent raconté cette histoire, mais c'est parce qu'elle m'a vraiment marqué. Quand on redescendait du Mont Blanc, on a été dans le restaurant où sa femme est serveuse, et enfin sa compagne. Et alors qu'elle était en plein service, il y avait plein de clients dans le restaurant. Il l'a prise dans les bras, il l'a embrassée avec fougue, mais avec une fougue que je voyais même pas que je vois jamais, même chez des jeunes adolescentes, tu vois. Alors qu'il a 67 ans et tu vois ses pupilles qui pétillent, etc. Et je trouve ça tellement inspirant. Et en plus, toi, tu vois, t'es papa, je me dis, c'est quand même génial en tant que père, en tant que grand-père, d'avoir plein d'histoires à raconter, d'avoir une vie riche, tu vois, riche de souvenirs. Aujourd'hui, moi, ça m'intéresse aussi, toute cette mode du biohacking, de comment est-ce que tu arrives à optimiser les performances humaines, d'accroître la longévité, etc. Je trouve ça intéressant d'un point de vue conceptuel. Et pour autant, parfois, je trouve que ça t'éloigne de l'intensité de la vie. Et avoir une vie hyper longue, mais pauvre de souvenirs, c'est quand même dommage. Je pense que je préfère vivre 80 ans avec des journées qui comptent double que en vivre 120 avec des journées mornes. Il faut trouver l'équilibre. Hein. Faut trouver le bon équilibre parce qu'aussi il y a ce côté piège de basculer, de basculer. Quand on dit basculer, c'est qu'on a tous dans notre entourage des personnes qui font beaucoup de sport, qui à un moment donné basculent. Et là, c'est presque c'est de la bigorexie très, très clairement. C'est des gens qui sont addicts au sport, mais aussi qui n'ont plus de lien social avec personne, qui parfois perdent leur emploi ou qui ne souhaitent même pas en avoir pour justement avoir cette sensation de liberté. Et là, pour moi, c'est quand même dangereux pour l'équilibre, ne serait-ce que l'équilibre mental. Il faut trouver le juste milieu, en fait, le bon équilibre entre je me fais plaisir, mais je garde ce lien social, j'ai aussi cette vie de famille. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Je parle pour moi, hein, bien évidemment, mais à une ou deux reprises, hein, il y a quelques années, j'aurais pu avoir ce point de bascule où j'avais la possibilité de basculer. Et là, mais j'ai préféré, si ça c'est aussi la force de l'entourage, hein, garder cet équilibre, en tout cas essayer, parce que être pile poil en équilibre, c'est assez compliqué quand tu as une vie de famille et beaucoup d'activités. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de trouver le bon équilibre avec toutes ces composantes.
toute façon, l'équilibre est quelque chose, est un non-sens dans le vivant. Tout est homéostasie, je le dis tout le temps, tout est courbe, tout est sinusoïdal. On est toujours en train de, que ce soit la température corporelle, que ce soit les cycles des saisons, etc. On est toujours dans cette courbe dynamique. Et heureusement, parce que l'état d'harmonie parfait, comme le dit Guillaume Mathias, c'est un état inerte. Si t'as plus aucune frustration, eh ben, t'as rien qui te met en mouvement. Ce qui te met en mouvement, c'est le fait de vouloir obtenir quelque chose, de vouloir justement rééquilibrer les choses. Donc je pense qu'il faut pas en avoir peur. Après, tu as raison dans ce que tu dis, et en même temps, tu vois, dans ton cas, et puis dans les exemples qu'on citait, c'est du sport, mais c'est aussi de l'aventure, c'est du dépassement de soi, et dans ces moments-là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça te reconnecte quand même pas mal à l'essentiel. Et je pense que c'est difficile d'en oublier ta famille, parce que c'est ta famille aussi qui te porte, qui te donne cette force, cette énergie. T'en parlais très bien tout à l'heure, lorsque tu pédalais en réalité pour tes proches, pour les gens qui t'avaient fait confiance plus que pour toi. C'est quand même un socle qui te donne les fondations nécessaires à la réalisation de ces exploits. Et donc, je suis pas sûr que tu puisses totalement basculer et t'en couper. Non, 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 c'est clair, hein. Moi, j'ai une anecdote. La famille aussi, moi, je sais que ma compagne était présente aux États-Unis et à un moment donné, j'étais dans un tel état de souffrance, j'avais vraiment mal, mais vraiment, j'étais épuisé. J'étais vraiment épuisé. Et pour me soulager de cette fatigue mentale, de ces blessures, de cette pression, à un moment donné, j'ai dit à ma compagne, ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. J'arrête, en fait. Je remonte pas sur le vélo, quoi. Je dors. J'ai encore besoin de dormir. Et là, je me souviens, ma compagne m'a dit, alors écoute, ça fait 18 mois hein, qu'on prépare ce projet. Ça fait 18 mois que moi, je fais des sacrifices. Donc, tu vas remonter sur ton vélo et tu vas finir cette épreuve. Donc, tu vois aussi parfois, et donc, je suis remonté sur mon vélo et j'ai fini cette épreuve. Mais tu vois aussi, c'est important d'avoir le message, les messages des personnes qui t'entourent, qui te connaissent et qui savent trouver les mots, même si parfois c'est pas les mots que tu attendais, mais c'est les mots qui te font repartir. Et tout ça, au final, n'est qu'un projet collectif, hein. Là, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais derrière moi, à chaque fois, ou autour de moi, plus précisément, bah, j'ai eu des personnes qui m'ont permis de le faire. Là aussi, c'est important, c'est que je ne conçois pas faire ce type d'aventure ou me lancer dans des projets seul. Moi, j'ai toujours besoin de partager les choses, de vivre des aventures. Alors certes, on dit toujours que sur le vélo, c'est un sport individuel. Alors, tu es tout seul sur ton vélo, c'est ta propre force physique qui fait avancer la machine. Mais moi, j'ai toujours fait des projets, vécu des projets en communiquant, en partageant avec des personnes. Voilà, ça c'est important aussi. C'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime. Et puis, tu es peut-être seul pendant la réalisation de ton projet, mais derrière, c'est la célébration avec les autres aussi qui donne toute sa valeur à ce parcours et à cette aventure. Oui, il y a aussi ça. Puis c'est aussi, j'ai l'anecdote hein, sur la dernière aventure qu'on a mis en place, la North Calling, qui m'a amené au Cap Nord en plein hiver par des températures à -45. Bah, c'était au départ une aventure où je devais être seul sur mon vélo et puis l'équipe de tournage devait être autour. Et vu les conditions climatiques, c'est vite devenu un projet collectif en fait. C'est-à-dire que eux se sont bien rendus compte que seul j'étais en danger, qu'ils étaient jamais très loin de moi. Moi, je me suis bien rendu compte que eux, ce qu'ils faisaient, c'était un exploit aussi de sortir les caméras à -45, où ils se gelaient les doigts et que eux aussi étaient en danger. Et donc au final, c'est devenu un projet collectif. On communiquait beaucoup plus que ce qui était prévu et très clairement, c'est aussi une des aventures qui nous a marqué à vie. Et justement, tu disais qu'en arrivant de la Race Cross, t'as pris 1 an pour digérer cet exploit et 1 an pendant lequel t'as pas fait de sport. Qu'est-ce que tu fais après? En gros, est-ce que je sais un petit peu parce que je vois la suite de ton histoire, mais ça m'intéresse de voir comment est-ce que ça s'est construit dans ta tête. Est-ce que tu te dis, ok, j'ai réalisé un exploit, maintenant je vais essayer d'en relever d'autres et toujours plus grands, ou bien est-ce que tu dis, je l'ai fait, c'était horrible, j'ai vécu une torture, je sais qu'aujourd'hui je suis infiniment plus fort qu'avant de partir. Ça me suffit. Maintenant, je vais devenir un super entrepreneur et puis vivre ma vie de façon plus tranquille. Alors en fait, c'est ce que je dis souvent aussi avec mes invités, c'est que quand tu fais ce genre d'aventure, le café d'après n'est jamais le même. Alors moi, j'aime bien boire un bon café, comme beaucoup, hein, mais quand tu fais ce genre d'aventure, le café d'après sur une terrasse ensoleillée avec un ami n'est pas le même qu'avant l'aventure, parce que tu profites différemment des choses.
tu as une conscience différente des choses. Et c'est ça, je trouve, qui te relie, qui t'apporte beaucoup d'humilité. Ou quelque part, on n'est que de passage sur cette terre. C'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. C'est pour ça que je te dis, mais quand on te pose la question, et toi, t'as fait quoi dans ta vie? C'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux vivre en fait? Tu veux vivre quoi? Comment tu as envie de manager ta vie en fait? Et c'est, en tout cas, moi, la question que je me pose assez souvent, c'est quelle émotion tu veux vivre? Voilà, cette année, on est en décembre, on est en janvier, on se lance dans une nouvelle année. Comment tu veux vivre quoi cette année? Et c'est comme ça que moi, je construis mes différents projets, mais après, comment ça m'a construit, c'est toujours des couches d'expériences qui viennent se superposer les unes les autres et qui font que t'es la personne que tu es aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Tu as construit tout un parcours qui t'a amené à être là où tu es, mais après, voilà, c'est une question d'état d'esprit, de mindset, en fait. De mindset qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais au départ, j'avais pas vraiment cette envie de dire, bon, allez, maintenant, je deviens entrepreneur. Non, je pense que j'avais juste... je me suis dit, voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tu fais quoi de ça, en fait? Voilà, tu fais quoi de ce que tu as fait là? T'en fais quoi? Alors, il y a plein d'options derrière, effectivement, comme tu l'as dit, hein, je deviens entrepreneur, je révolutionne mon sport, j'arrête parce que c'est bon, je l'ai fait, maintenant c'est terminé, j'ai fermé la porte. Je rentre dans une vie normale, entre guillemets. Voilà, moi je me suis posé cette question, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alors la réponse, elle n'est pas immédiate, hein, parfois ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je me positionne. C'est à chaque fois, et même parfois, hein, quand j'enregistre des épisodes de podcast sur Ultra Talk avec des personnes qui sont incroyables, ça remue, ça bouge des lignes derrière. C'est-à-dire que parfois, si je fais un enregistrement le matin, toute la journée, ça secoue, tu vois. Et là aussi, tu te dis, bon, je fais quoi de ces émotions? En tout cas, moi, c'est mon fil conducteur. On me l'a souvent reproché. Comme quoi, je vivais trop sur les émotions et pas assez sur la raison. Écoute, c'est comme ça, c'est mon fil conducteur. Moi, c'est les émotions qui me nourrissent. C'est les émotions qui me nourrissent, c'est les échecs qui font que parfois, tu as une réussite. Et en tout cas, moi, voilà, c'est mon fonctionnement, c'est qu'est-ce que tu fais de ces émotions? C'est comment tu les transformes ou comment tu leur permets de t'orienter ou de t'amener là où tu as envie d'aller. Voilà. Et après, c'est un chemin qui se construit, fait d'échecs également, fait de frustration, et après, avec de la résilience, tu trouves la solution. Mais en tout cas, moi, c'est mon état d'esprit et c'est ce que je me dis après les différentes aventures que j'ai pu faire ou même une rencontre qui a été marquante. C'est ok, tu fais quoi de ça? Qu'est-ce que t'en fais? Ça peut pas rester. Tu peux pas le laisser dans un coin et te dire bon ça c'est fait, je passe à autre chose. Il faut utiliser les émotions, il faut utiliser les rencontres. Je suis pas du tout dans l'opportunisme. Je suis juste dans qu'est-ce que tu fais de ça toi pour te développer et être bien dans ta tête. Ouais, c'est hyper inspirant et j'y vois un parallèle malgré tout parce que j'ai l'impression que tu es quand même assez intuitif dans le sens où tu fais confiance au chemin. Et puis tu vois, c'est un peu la même chose quand tu pars pour ta race cross, tu sais pas vraiment ce qui va se passer, tu peux pas le prévoir. De toute façon, c'est pas possible de prévoir ce qui va se passer, comment est-ce que tu vas te sentir le lendemain. Le cerveau, il essaie toujours d'essayer de savoir ce qui va se passer après. C'est bloqué là-dedans. Intéressant. Ouais. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est que ça aussi, tu vois, avec ces expériences, j'ai appris à écouter ma petite voix intérieure. J'ai appris à écouter mon feeling. J'ai appris à écouter mes intuitions, que ce soit dans les projets, mais aussi dans les rencontres avec les personnes. Quand on rencontre une personne, il y a des choses qui vibrent. Voilà, tu sais, le fameux je la sens pas, tu vois, ou à lui je le sens bien. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et ça, avec l'âge, avec l'expérience, avec le temps, j'ai appris à l'écouter et à l'écouter non pas ah ok d'accord ouais mais c'est pas grave on va quand même y aller parce que je suis contraint parce qu'il faut y aller non, si je le sens pas j'y vais pas, si je le sens allez alors là on avance et après on voit ce qui se passe derrière. Mais ça aussi tu vois avec les expériences et j'allais dire ça n'a rien à voir mais si ça a forcément un lien, mais disons que ça c'est pas là on parle pas d'aventure, on parle pas c'est juste écouter tes émotions, écouter la petite voix intérieure qui fait vibrer des choses en toi quand tu rencontres quelqu'un qui te dit je le sens ou je le sens pas.
Eh bien, avant, parfois, il y a des personnes avec qui, tu sens que ça passe pas, mais professionnellement, tu essaies de construire des choses. Au final, tu sais comment ça, dès le départ, tu sais comment ça va se terminer. Donc ça, tu vois, avec des aventures sportives, l'impact que ça a eu dans ma vie, c'est ça. C'est écouter les vibrations de ton corps, écouter cette petite voix intérieure et suivre ton feeling. Moi, voilà. Aujourd'hui, je travaille avec des actionnaires qui me connaissent parfaitement bien et je leur fais part à chaque fois de mes intuitions, de mon feeling, et que ce soit sur les projets de Race Cross France et tout ce qu'on a développé, il y a aussi une grosse part de feeling, très clairement. Ça me parle énormément ce que tu dis là, et parce que ça fait écho à mon parcours, notamment depuis que j'ai lancé Limitless, ce podcast, parce que ça m'a amené à vivre des tas d'expériences qui ont changé justement cette connexion à mon intuition, à moi-même, à mon cœur. Et tu sais, moi, j'ai toujours été entrepreneur et donc très pragmatique, très cartésien. Et tu parlais des relations humaines. Je pouvais avoir des relations parce que je savais qu'elles pouvaient m'apporter quelque chose, malgré le fait je sentais qu'elles me drainaient de l'énergie, tu vois. Il y avait quelque chose qui allait pas. Mais c'est pas grave, je faisais fi de tout ça parce que potentiellement, ça pouvait me permettre d'atteindre un objectif que je visais. D'ailleurs, souvent, ces relations-là se sont toujours avérées, ont toujours mal fini d'une façon ou d'une autre. Tu le sais, dès Tu le vois, je me suis fait départ. arnaquer, je me suis fait machin. Enfin, oui, je le savais dès le départ, mais j'étais pas connecté à cette version-là parce que Exactement. justement, tu vois, le cerveau, il est fort aussi pour te faire croire qu'il vaut mieux Bien prendre des sûr. décisions rationnelles, savoir vers quoi tu vas, vers quoi t'avances, et c'est rassurant, alors même que c'est complètement débile parce qu'en réalité, il va se servir de ses mémoires passées pour essayer de produire des prévisions sur ce qui va se passer demain, alors même que tout est imprévisible. Donc et donc maintenant, au contraire, j'écoute beaucoup plus mon intuition. J'accepte de me lancer dans le vide sans savoir quel sera le plan, en faisant confiance en mon chemin. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec le chemin, parce que quand t'es sur ton vélo, etc., t'es sur ta race cross, tu sais pas ce qui va se passer demain, tu fais juste confiance à ton coup de pédale. Et un coup de pédale après un autre coup de pédale, au bout d'un moment, t'avances et puis les kilomètres avancent, et puis au bout d'un moment, finalement, t'es arrivé presque par hasard. Non, j'exagère, mais tu vois l'idée. Mais tu sais, moi, je dis souvent, je dis souvent aux personnes qui me posent la question, mais comment tu fais pour faire 400 bornes, 500 bornes par jour? Ma réponse, elle est simple. Je leur dis, écoute, c'est très je simple. Hein. pédale. Tu te lèves le matin, tu pars à 7 heures du mat. Tu pars au lever du soleil. Tu prends ton vélo l'été, au mois de juin où tu as une forte luminosité. Tu pars au lever du soleil et tu arrêtes au coucher du soleil. Tu verras que peut-être tu auras même traversé le pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste à sa vitesse, à son allure. Chacun peut parcourir des distances bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et ça aussi, c'est ce que je retire. C'est qu'est-ce qui fait généralement abandonner une personne dans une épreuve longue distance. Qu'est-ce qui fait abandonner une personne? C'est pas la distance, c'est la vitesse à laquelle il veut le parcourir. C'est-à-dire que tu prends un trail ou une épreuve de vélo longue distance, toutes les personnes qui abandonnent, généralement, elles étaient capables de le faire. Mais c'est juste qu'elles ont voulu aller au-delà de leurs limites. Elles ont voulu partir très très vite ou suivre quelqu'un ou ne pas se faire rattraper par quelqu'un. Ça les a mis physiquement dans le rouge et elles arrêtent. Alors que la distance, très clairement, sur un autre rythme, elles auraient pu très clairement faire l'épreuve. Donc ça aussi, c'est une expérience importante. Et puis peut-être que la partie la plus difficile de ces exploits-là, c'est peut-être bien plus en amont, c'est-à-dire au moment de la prise de décision. Je pense qu'il y a plein de gens justement qui sentent au fond d'eux, qui ont des rêves, qui sentent leur intuition, qui leur dicte quelque chose, et pas forcément lié au sport ou aux exploits sportifs. Ça peut être de changer de boulot pour faire quelque chose qui leur plaît plus, etc. Mais là, tu as le cerveau rationnel justement qui vient et puis qui leur donne plein d'arguments pour ne pas le faire. Et donc, je pense que dans ces moments-là, il faut se jeter à l'eau. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, maintenant, j'écoute mon énergie, j'écoute mon enthousiasme. Je me dis, OK, ça me fait vibrer. Et donc, je me jette à l'eau, je prends la décision et seulement après, je commence à construire le plan et je fais confiance au chemin. Mais si je commence à essayer de réfléchir au plan avant, c'est sûr que là, tu trouveras plein de raisons de pas le faire. Mais c'est Mais aussi ce qui fait la différence avec un entrepreneur. Hein. Tu as des personnes, moi je connais beaucoup de personnes qui ont un projet, tu vois. Mais des années après, c'est toujours un projet. Parce qu'elles réfléchissent à toutes les possibilités et c'est la différence entre la personne qui est raisonnée et la personne qui est émotive un peu, tu vois, c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, à force de trop réfléchir, t'as tellement posé toutes les solutions qui feraient que ça ne marcherait pas que finalement tu le fais pas. Alors que si tu te lances dans le vide, c'est un petit peu l'image que j'utilise assez souvent, c'est se jeter dans le vide
tout en étant certain que tu vas construire le pont qui te permettra d'arriver de l'autre côté alors même que tu es en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est ces compétences-là d'être entrepreneur. C'est un peu ça. Très souvent, il faut te jeter dans le vide et te dire, au moment où tu te jettes dans le vide, c'est pas grave. Je vais arriver à construire le pont qui m'amènera de l'autre côté. Et tout en acceptant le fait que ce pont, tu sais pas forcément où il va t'emmener. Tu sais pourquoi tu te jettes dans le Tout à vide. fait. Tu sais le point que tu vises, mais probablement que le point auquel tu vas arriver, c'est pas celui-là. Et c'est tant mieux. Parce que quelque part, j'aime bien cette phrase de Pierre David qui dit que tout ce qu'on est amené à vivre est fait pour nous faire grandir vers nos valeurs hautes. Et quelque part, tu vois, c'est un petit peu cette boussole de suivre son énergie, de suivre son intuition, de faire le saut, et puis après de faire confiance à l'univers, de faire confiance à notre corps, de faire confiance aux rencontres pour nous emmener petit à petit là où on doit arriver, qui est pas forcément ce qui nous avait insufflé l'envie au départ de sauter. Exactement. C'est tout à fait ça. Et du coup, dans tes projets suivants, tu t'es confronté au froid. Là, tu en as parlé. Et puis, tu as traversé la Laponie aussi, j'ai vu. Pourquoi déjà, tu as reçu forcément des aventuriers, etc. J'en ai écouté quelques-uns qui ont été dans le Grand Nord, en Arctique, en Antarctique. Tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose quand même quand tu traverses quelque chose, quand tu traverses un continent, quand tu traverses un océan, tu traverses l'Atlantique, tu vois, c'est marquant, tu traverses la Manche à la nage. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose de spécifique avec les environnements extrêmes, notamment le froid qui enthousiasme quand même. Tu vois, tu as beaucoup d'aventuriers quand même, j'ai l'impression, tu prends Mike Horn, mais il y en a plein d'autres qui ont commencé par faire des aventures dans des pays tempérés et qui ont, lorsqu'ils ont goûté au froid, ne font plus que du froid. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers le froid et quelle spécificité est-ce que tu as trouvé dans ces environnements qui, en réalité, je pense que c'est un petit peu pareil que la plongée en profondeur ou l'alpinisme. Quand tu es dans ces endroits-là, tu sais que c'est des endroits hostiles qui sont pas faits pour l'homme d'une certaine façon, qu'on n'est pas adapté à vivre dans ces endroits-là. Ah, très clairement. Je peux te confirmer. Après y être passé, y avoir passé quelques heures, on n'est pas du tout fait pour vivre dans ces environnements. Ça, très, très clairement. Après, bah, pourquoi moi j'ai été me confronter à ça? Alors certes, mais tu l'as dit tout à l'heure, hein, il y a une partie de rester en mouvement. Sinon, quelque part, ben, tu meurs et t'as parlé de la frustration. Moi, ce projet-là est né de la frustration. C'est parce que tu peux te poser la question, pourquoi, en plein mois de janvier, j'ai pris mon vélo et je suis monté au Cap Nord, qui est effectivement le point le plus haut en Europe, tout en haut de la Scandinavie, de la Laponie, au-dessus du cercle polaire. Et c'est d'où est venue l'idée. En fait, l'idée, elle est partie d'une frustration à la base. Et cette frustration m'a fait faire ce projet-là, puisque au départ, après les États-Unis, j'ai coupé un an, j'ai lancé Race Across France, le concept en France et en Europe, et, euh, et donc j'étais vraiment focus sur le développement. Et puis bah, je m'entretenais, mais après il y avait la vie de famille, puis j'avais envie de cette parenthèse-là aussi. Et puis à un moment donné, bah tout ça revient. Et j'ai monté un projet qui était de tenter de battre le record du Tour du monde à vélo. Et donc j'avais commencé à lever des fonds. Donc j'avais levé des fonds pour partir sur ce projet-là. La date de départ avait été prévue. Je devais partir en mai 2021. Donc tout avait été calé. Tout avait été calé. Et puis, ben, un soir de mars 2020, le gouvernement annonce le premier confinement en urgence et le monde a changé derrière. Et rapidement, je me suis dit, bon, bah là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de partir faire un tour du monde dans ces conditions. Et donc, ben, à la sortie du confinement, ne pouvant partir faire le tour du monde, je suis parti faire le Tour de France, ce qu'on appelle dans le cyclisme le Tour de France randonneur. Donc c'est un vrai Tour de France, c'est-à-dire que tu pars faire le Tour de France par les frontières et le littoral. Donc tu fais vraiment, tu fais vraiment le tour de la France par toutes ces frontières et par le littoral. Ça fait 5000 bornes. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pris conscience de ce que j'avais réalisé aux États-Unis. Et pendant cette aventure, alors qu'on montait au col de la Bonnette, qui est le sommet, enfin la route bitumée la plus haute d'Europe, en France, dans les Alpes du Sud, j'étais pris de crise d'angoisse. Alors il était 5-6 heures du matin, on était parti très tôt ce matin-là, parce qu'on avait 250 ou 270 bornes à faire. Et alors que d'habitude, quand tu montes, tu te déshabilles parce que tu as chaud par l'effort. Eh bien moi, plus on montait, plus je me couvrais. Et
plus j'avançais, plus j'étais persuadé que je n'arriverais jamais à franchir le sommet parce que j'étais persuadé que j'allais avoir très très froid. Je m'étais convaincu que j'allais avoir très très froid, alors que c'était un soleil, un lever du jour extraordinaire. C'était un grand ciel bleu dans les Alpes, dans les montagnes. Enfin, c'était magique. J'en ai pas profité du tout. Je me suis arrêté à 2-3 reprises, mes pieds à terre, avec la tête qui tournait, en me disant mais j'y arriverai pas en fait, j'y arriverai pas. Limite panique. Et grâce à la personne avec qui j'avais fait ce Tour de France, qui m'a accompagné, on a discuté. Je suis arrivé au sommet. Alors une fois au sommet, j'ai mis tout ce que j'avais comme habit, c'est-à-dire 3 vestes, 2 cuissards longs, enfin tout ce que j'avais, 2 paires de gants. Tu vois, même en reparlant, je me dis mais comment j'ai fait pour être dans cet état-là, tu vois. Et donc bon, bref, je suis redescendu, je me suis réchauffé en bas et après que ce Tour de France était terminé, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il faut que je trouve une réponse. Si je veux faire d'autres aventures à vélo, il faut que cette relation au froid, il faut que j'essaie de trouver d'où vient le problème et surtout comment faire pour combattre ça. Et puis c'est en discutant avec sur un épisode du podcast Ultra Talk avec Vanessa Morales qui me parlait justement d'un de ses trails, d'une course qu'elle avait fait ou d'un docu qu'elle avait fait en Laponie. J'ai vu les images et je me suis fait c'est bon. J'ai la réponse à mon problème. C'est comment se confronter au froid. Ben il faut y aller quoi. Et puis tant qu'à faire, autant aller dans le grand froid et en plus c'est beau. En plus moi c'est des paysages qui me font rêver. Et c'est comme ça que le projet s'est monté. Donc donc très rapidement, je me suis retrouvé en Laponie, où en plein Covid, où toutes les frontières étaient fermées. Il y a que la Suède qui était ouverte avec un contrôle de test PCR négatif. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Suède. Alors après, en Suède, on s'est dit, bon, on sait que les frontières sont fermées. On sait que le Cap Nord, qui était l'objectif final, parce que je me suis dit, ne pouvant pas faire le tour du monde, je vais monter sur le toit de l'Europe. Et donc le Cap Nord. Et le Cap Nord est en Norvège. On savait que la Norvège était fermée. Donc, je me suis dit, j'avais plusieurs choix. J'annule, je repousse, ou j'y vais, mais ça se fera en plusieurs chapitres. Et j'ai pris la solution de rester dans l'action et de le faire, de lancer le projet, plutôt que de dire je repousse, j'annule. Annuler, c'est pas vraiment mon caractère. Repousser, mais à quand? Et puis peut-être que dans 1 an ou 2 ans, peut-être que les choses auront changé, puis tu seras plus en capacité de le faire. Donc fais-le quand tu peux le faire, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en Suède. Et après, le projet était de se dire, on est en Suède. On va faire un projet qui va aussi représenter ce que l'on vit, c'est-à-dire on est tous enfermés dans nos frontières et on rebondit sur les frontières, ne pouvant sortir du pays. Donc je suis parti de la frontière entre la Suède et la Finlande et j'ai traversé toute la Laponie suédoise jusqu'à la frontière norvégienne où je me suis fait refouler. Et donc ça a été ma premier contact avec des températures qui ont été à moins 45, ce chapitre-là. Donc ça a été assez violent, mais en même temps, je ne l'aurais pas fait, ça m'aurait manqué dans ma vie. Et je suis content de l'avoir vécu. Traverser le cercle polaire au vélo avec une journée à moins 45. Là aussi, c'est pareil, quand tu es en fin de vie, on te dit, t'as fait quoi dans ta vie? Là, je pourrais expliquer cette magnifique journée. Et puis donc, on est revenu 1 an plus tard, où là, la Norvège avait ouvert, mais toujours avec beaucoup de contrôles, test PCR, passe sanitaire, il y avait 4 documents officiels à avoir. Et j'ai pu finir ce projet et atteindre le Cap Nord en vélo, avec là aussi des températures très très froides, du brouillard givrant, des tempêtes de grêle, des vents à plus de 140. Et ça a été des moments, mais extrêmement difficiles. Je pense que j'ai jamais autant souffert sur un vélo et jamais peut-être autant eu peur, parce que moins 45, quand tu vois ton compteur qui affiche ses températures, t'es tout seul. Tu te dis, comment ça va finir? Moins 45, très clairement, tu peux pas te permettre d'enlever un gant, tu peux pas te permettre d'avoir un problème. Parce que là, tu engages ta vie, très clairement. Et ces moments-là, certes, c'est très court, mais par contre, ça marque, ça marque une vie. Ça marque une vie. Et comment tu faisais pour les étapes? En fait, j'avais un peu par insouciance aussi planifié des étapes à vélo, mais avec le recul qui était beaucoup trop longue. En fait, j'avais fait un calcul de moyenne horaire en me disant là, même si c'est difficile, tu vas quand même rouler un minimum avec cette vitesse. Et donc, on dormait
le soir, soit chez l'habitant, soit sur des chambres d'eau, ce genre de choses. Ce qui nous permettait aussi de connecter avec la population locale qui ne comprenait pas qu'on roule à vélo par des températures comme ça chez Qu'on eux. puisse avoir une idée pareille. Ouais, complètement. Et en fait, c'est comme ça. Mais en fait, je me souviens d'étapes à 190 bornes. Alors déjà, on n'avait pas forcément le choix parce qu'il y a très peu de population là-haut. Hein. Il n'y a pas des villages tous les 10 kilomètres. Et quand il y a Ouais, des c'est pour ça que je te villages, posais la question. Ouais. et quand il y a des villages, c'est 4-5 maisons. Hein. C'est tout. Et avec le recul, ben, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix que d'arriver à destination. Donc parfois, je suis arrivé beaucoup plus en retard que ce que j'avais prévu. Et des fois, parce que j'avais un énorme vent dans le dos, bah, beaucoup plus vite. Mais en tout cas, c'est comme ça que s'est constitué le projet, avec des étapes qui, avec le recul, étaient beaucoup trop longues et donc ont rendu, moi, mes moments sur le vélo parfois extrêmement difficiles, extrêmement difficiles. Parce que déjà qu'en France, quand il fait moins de 5 degrés, je ne sors pas. Et là, j'ai roulé dans des températures entre moins 25 et moins 45 sur 190 bornes. Donc là, ça représente entre 12 et 15 heures de vélo. Ouah, c'est la folie. Est-ce que La ça folie. t'a guéri de ta frilosité? Alors, ça m'a... Non, je suis toujours frileux. Mais par contre, je sais que mon corps peut produire l'énergie nécessaire pour se réchauffer. Voilà. C'est-à-dire que je savais très rapidement, au bout de 3-4 jours d'effort, en fonction de la température annoncée, je savais comment je devais me couvrir parce que je savais qu'à telle ou telle température, en mouvement, je n'allais pas avoir froid. Alors après, gérer les extrémités, c'est autre chose, mais en tout cas, au niveau au niveau du tronc, au niveau des organes vitaux, je savais que à telle allure, avec telle couche, j'arriverais à me maintenir en température. Du coup, pendant que tu as fait la race cross, je crois que tu as été dans des températures positives à certains moments, Ouais, à plus 40 ou plus 50 degrés. ouais, Là, en Laponie, tu dis moins 45, donc tu as vécu un petit peu les deux extrêmes. ouais, Je profite un petit peu de ton expérience parce que je prépare pour 2025 4 ultra trails de 250 km dans 4 des endroits les plus extrêmes, on va dire, au monde. Donc il y a le désert, la jungle amazonienne, le cercle polaire arctique et puis les montagnes en haute altitude. Et je me demande si tu avais des conseils à me donner pour me préparer ou pour réussir ce que je considère comme un exploit. Donc comme toi, tu vois, je cherche pas à gagner ou à être ou à faire un temps ou quoi que ce soit. C'est juste que par rapport à ma baseline, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois. Alors c'est vrai que c'est des super projets. Hein. Tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et tu vas en sortir grandi forcément. Mais, euh, mais après, c'est vrai que ce soit dans la chaleur. Donc j'ai connu les plus 50 degrés dans l'Ouest américain. J'ai connu les moins 45, donc c'est là que tu vois que le corps est capable de supporter des choses incroyables, hein, parce que autant d'écart de température et ton corps est capable de fonctionner en interne à la même température. Imagine l'énergie, tout ce Mmh. qu'il met en place pour ça. C'est assez incroyable. C'est vraiment une machine, enfin quasiment tout le temps inexploitée. Mais après les deux cas, les deux cas de figure sont délicats parce que l'homme ne veut pas vivre dans ces températures, que ce soit à plus 50 ou à moins 45. On n'est pas fait pour vivre dans ces milieux-là. Donc après, la préparation, c'est de l'acclimatation. Hein, c'est l'acclimatation, c'est-à-dire que c'est arriver ou en tout cas te mettre dans ces conditions-là le plus possible en amont de l'événement, parce que le corps emmagasine, euh, emmagasine tout ça et forcément, quand le jour J, si tu as été acclimaté, c'est incontestablement un avantage, incontestablement, parce que le corps va mettre en place tout de suite des choses en interne sans que tu t'en rendes compte, bien évidemment. C'est le fonctionnement du corps humain, mais le corps va mettre en place tout de suite des techniques pour te soulager à ce niveau-là. Donc, je dirais que l'acclimatation est pour moi une des clés pour passer le plus confortablement ou le moins difficilement ces moments-là. Après, dans les moments de chaleur, pardon, ça va être l'hydratation. Hein, là, il n'y a pas photo. C'est que il faut maintenir ton corps en température. Et je dirais que la clé, en tout cas le fil conducteur pour toi, va peut-être être la température corporelle. Vérifier qu'elle ne monte pas trop. Et dans les deux cas de figure. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'il fasse moins 50 ou plus 50. Il faut que ton corps ne monte pas trop en température. Et moi, c'est comme ça que j'avais managé mon évolution jusqu'au Cap Nord, puisque quand il va faire très chaud, si toi tu surchauffes, tu vas prendre un coup de chaud et là, ça peut être très compliqué pour toi. Donc, il va falloir que tu fasses attention à ta température corporelle, qu'elle ne monte pas trop. Et comment, en mouvement, tu fais en sorte qu'elle ne monte pas trop? Soit tu ralentis l'allure,
soit tu l'arroses, soit tu t'hydrates. Alors je dirais qu'il faut mieux l'hydrater que l'arroser, parce que si tu l'arroses, tu vas faire en sorte que le soleil le soleil va réfléchir sur ton corps, on va dire, et va augmenter la chaleur corporelle. Donc, par les fortes chaleurs, il faut que tu aies aucun centimètre carré de ta peau qui soit à l'air libre pour pas que le soleil vienne réchauffer la peau. Et donc, vienne réchauffer ton corps. Donc, c'est vraiment être totalement couvert. C'est paradoxal, mais il faut être totalement couvert. Aujourd'hui, tu as des matières qui le permettent. Et hydrater. Et donc, surveiller que ta température corporelle ne monte pas trop au-delà de 38,5 parce que sinon, tout ton corps en interne va se dérégler. Et ça peut être dangereux. Et à l'opposé, par des températures négatives, c'est faire en sorte qu'il ne monte pas trop. Pourquoi? Parce que s'il monte trop en température, il va produire de la chaleur. Cette chaleur va condenser, va rester dans tes vêtements qui sont là pour te protéger, et ça va geler. Voilà. Et ça va geler et tu vas avoir froid. Donc je dirais que la clé pour toutes tes aventures, ça peut être la température corporelle, de bien savoir toi ce que tu peux supporter et à quelle température tu commences vraiment à produire de la chaleur. Et côté alimentation, quand tu as fait ta race cross, tu partageais 14 000 ou 16 000 calories 16 000, brûlées ouais. par jour. 16 000, Ouais, voilà, c'est colossal. Ouais, Tu es vas-y. sur du liquide. Hein. Tu es sur de l'alimentation liquide puisque les intestins, le foie ne supportent pas plus de 4500 calories solides par jour. Donc, sinon, essaie de t'enfiler 6000 calories. Il y a de fortes chances que tu aies des grosses douleurs au niveau de l'estomac et que tu finisses aux urgences. Donc, c'est du liquide. Tu passes sur de l'alimentation liquide, des boissons liquides. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé que ça l'était moi auparavant, mais tu bascules sur du liquide pour compenser justement ton nombre de calories heure. Donc ça va bien quand il fait chaud, mais dans les températures négatives, tu peux pas parce que tout gèle. Donc là, par contre, t'es souvent en sous-calories, très clairement. Pardon, excuse-moi, il y a eu une latence. J'ai vu que tu étais sponsorisé par Olifat. Tu t'es intéressé un petit peu au régime cétogène, low carb. Est-ce que c'est quelque chose, une stratégie en tout cas qui t'a permis ou qui t'aide à réaliser tes exploits d'ultra-endurance ou pas spécialement? Alors, effectivement, moi je connais Alvaro qui a monté le projet Olifat depuis. Alvaro m'avait contacté, je crois que c'était en 2018 ou 2018 ou 2019. J'avais été un des tout premiers à tester ces petits sachets au tout départ, alors que c'était pas encore commercialisé. Donc j'ai un rapport avec la marque qui est différente peut-être du grand public parce que je l'ai vu naître et Alvaro m'a expliqué justement tout son projet et j'adhérais complètement parce que moi j'étais à ce moment-là où je cherchais des solutions pour avoir avec moi un maximum de calories sans que ça nécessite un maximum de poids et tout en étant bon pour le corps. Et quand tu fais du long, tu sais très bien que c'est la fibre de graisse que ton corps va solliciter, non pas la fibre de sucre. Donc une fois que tu as compris ça, ben, ça change toute ton alimentation au quotidien et ton mindset, hein, très clairement. Après, l'alimentation low carb, j'ai testé, mais je suis plus sur une alimentation verte. Moi, tu vois, je suis plus sur des smoothies green, totalement verts. J'ai vraiment un regain d'énergie quand je rentre dans des process d'alimentation comme ça, où je le sens directement sur mon corps. Tu vois, j'ai testé à faire des petits déj avec bacon et tout, et je me sens très très lourd. Je me sens pas à l'aise avec ça. Alors qu'un smoothie, je sais que la matinée, j'aurai de l'énergie, quoi. Donc, euh, donc après, c'est important de trouver sa bonne alimentation. Ça aussi, c'est un des secrets de la réussite dans la longue distance, c'est de savoir quelle alimentation te convient. Est-ce que c'est du sucré, est-ce que c'est du salé, est-ce que c'est 2 tiers, 1 tiers. Ça, c'est de l'expérience, c'est du test, et c'est une des clés de la réussite. C'est une des clés de la réussite, c'est de trouver sa bonne alimentation. Et là aussi, quand j'ai commencé moi dans l'ultra, j'avais sollicité tous les plus grands noms du cyclisme ultra distance et en leur demandant c'est quoi la clé dans l'alimentation. Il faut faire quoi pour faire une épreuve d'endurance sans problème gastrique. Et tous m'ont répondu. Et au départ, je comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'ils voulaient pas partager leurs tips, tu vois. Tous m'ont dit, alors ça c'est très personnel, hein, il faut que tu testes et tu te rendras compte. Et au départ, je me disais, ils sont pas sympas, ils veulent pas partager. Et en fait, ils ont entièrement raison. Entièrement raison, parce que ce qui me convient à moi ne va pas te convenir. On est tous différents. L'être humain, c'est une personne, on est tous différents. Et donc c'est ça, c'est par contre tester plein de choses, noter,
et être à l'écoute de son corps en disant, voilà, si je mange ça, comment mon corps réagit? Et forcément, quand tu vas prendre une alimentation ou une autre, tu vas avoir des indications sur ton corps et comment est-ce qu'il va réagir. Et tout ça, il faut le noter. Et puis, à un moment donné, tu vas arriver, avec le temps, à savoir précisément qu'est-ce qui te convient. C'est-à-dire, quand tu manges tel repas, comment ton corps va réagir derrière? Est-ce qu'il sera fatigué? Est-ce qu'il sera lourd? Est-ce qu'il sera bien? Est-ce qu'il aura d'énergie? Tout ça, il faut le noter. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu vas trouver précisément l'alimentation qui te convient. Mais c'est une des clés, hein, très clairement. Donc là, j'ai pas forcément de conseils, si ce n'est de tester beaucoup en amont et le jour J, de savoir précisément que ça me convient, ça me convient, et je serai à l'aise et bien dans ma tête avec ça. Mais il y a aussi le fait que quand tu vas sur du long, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise et de te dire, bon ben voilà, là je prends ce que je trouve devant moi. Parce que moi j'ai fait des projets aussi de longue distance alors que j'étais dans des moments très très végétariens et à un moment donné bah ça passe pas parce que quand tu es au fin fond de l'Italie, au fin fond même de la France ou en Laponie et que tu rentres et tu peux pas demander un green smoothie, tu vois, c'est pas possible. Donc il faut accepter de t'alimenter, de prendre la calorie là où elle est. Et tu avais utilisé des techniques de préparation mentale, type visualisation, etc. Ou bien ta préparation mentale, c'était le fait de sortir régulièrement de ta zone de confort? Non, la préparation mentale, alors c'est vrai que moi j'ai une approche un peu particulière avec la préparation mentale parce que j'ai passé une certification de coach sur la prépa mentale il y a maintenant plus de 10 ans. Donc je connais certaines des clés. J'aurais pu en faire mon activité professionnelle, mais j'avais décidé à ce moment-là de ne pas me lancer dans ce domaine d'activité. Mais par contre, je connais les clés, les ressorts. Donc oui, j'ai utilisé des techniques, certaines même naturelles, on va dire, parce qu'il y a aussi, quand on parle de préparation mentale, quand tu es sportif de haut niveau, il y a des choses que tu mets en place naturellement. Après, le coach va t'aider à aller un peu plus loin et avoir un 360 sur ton projet. Mais oui, oui, j'ai utilisé certaines techniques. Euh, et c'est probablement une des clés aussi qui m'ont amené à réussir les projets que j'ai menés, hein, très clairement. Quoi comme technique, par exemple? Bah, la visualisation, énormément de visualisation, le fait aussi des messages, de capter, on parlait de la petite voix tout à l'heure, ça c'est hyper important de savoir à quel moment elle arrive. Parce que euh, quand tu pars sur des longues distances à vélo, tu ne peux pas rester concentré pendant 12 jours. C'est impossible, même ne serait-ce que 24 heures, c'est impossible. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite voix négative, elle n'arrive pas n'importe quand. Elle n'arrive pas quand tu es en pic d'euphorie. À ce moment-là, tu n'as pas la petite voix intérieure négative qui arrive. Elle arrive à des moments très très précis, cette petite voix. C'est souvent quand tu es en perte de concentration. Et si tu arrives à détecter le moment ou le geste que tu fais sur ton vélo, en tout cas moi c'était ça. J'avais détecté que sur mon vélo, à un moment donné, il y avait un geste que je faisais et qui était signe de ma baisse de concentration. Et donc je savais tout de suite, enfin je savais au début non, mais après je savais tout de suite ce qu'il fallait faire pour contrer ça. Et si tu arrives à être à l'écoute, alors des fois c'est des sorties, certes où tes moyennes elles sont minables, où t'as pas pris forcément de plaisir, mais par contre tu sais un peu plus de comment tu fonctionnes. Et moi, je me souviens avoir fait des sorties d'entraînement juste pour me dire, voilà, je vais rouler. Je sais pas combien de temps. Je pars rouler, mais par contre, je vais essayer d'écouter mon dialogue interne. Et en fonction d'un mouvement que je faisais sur mon vélo, je savais que c'était à ce moment-là que je commençais à baisser en concentration et que c'est à partir de ce moment-là que les messages négatifs allaient arriver. Et j'avais trouvé le moyen de les contrer. Donc ça fait partie de la préparation mentale. J'ai aussi utilisé les listes d'écriture, hein, c'est-à-dire écrire tous les pourquoi il était important que tu réalises ce projet. Ça, c'est une des bases, mais hyper puissante. Et effectivement, au début, quand tu prends ta page blanche, tu te dis, bon, il y a deux raisons pour lesquelles c'est important que je le fasse. Et puis, la semaine d'après, t'en as 10. Et puis, à la fin du mois, t'en as 20. Et puis 2 mois après, t'as peut-être 2 pages où c'est important que tu termines. Et quand des moments difficiles, tu relis certains de ces passages-là et en 20 secondes, c'est bon, tu es focus. C'est super intéressant, je trouve, ce rapport à ce discours intérieur. Tu l'as dit tout à l'heure, avec la race cross, je pense que le début de la course,
en tout cas les premiers jours, le discours intérieur, il est peut-être porté sur le doute, sur la peur de pas y arriver. Et puis, paradoxalement, c'est là où tu as le plus d'énergie. Et à l'inverse, plus tu avances, moins tu as d'énergie parce que tu es épuisé. Mais d'un autre côté, plus tu sais que tu vas le faire parce que tu as dépassé justement ces moments difficiles. Donc, quelque part, plus tu as de confiance. Et cette confiance, à mon avis, te donne justement, te porte et te donne plus de courage pour arriver au bout. Et là, tu disais que dans ta préparation mentale, en tout cas dans tes sorties, tu étais capable d'identifier le moment où ton discours se transformait et devenait justement plutôt négatif, en mode bah tu vas pas y arriver, c'est difficile, j'ai mal, etc. Comment est-ce que tu arrives justement à le switcher, à l'infléchir? Est-ce que c'est en utilisant le corporel, par exemple, en faisant des sourires, en te redressant, en améliorant ta position, en faisant une sorte de balayage corporel? Est-ce que c'est en repensant à tes pourquoi? Est-ce que c'est en essayant de prêter attention au moment présent, à la beauté du paysage qui t'entoure, plutôt que de t'inquiéter de toute la charge de travail qui te reste à accomplir? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour changer ce discours? Et d'ailleurs, je voudrais même t'amener à extrapoler, parce qu'en réalité, ce discours-là, tu peux aussi le trouver chez des gens qui s'auto-sabotent, chez ce syndrome de l'imposteur quand ils veulent se lancer dans un nouveau projet, etc., et qui se disent « tu vas pas y arriver, t'es pas assez bon, t'es pas assez fort, t'es pas assez ceci ». Comment est-ce que tu changes ça? Ah, ça, c'est une grande question, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un des posts que je vais probablement publier aujourd'hui. Mais oui, le syndrome de l'imposteur, c'est difficile. Après, moi, ma technique, alors ça va peut-être surprendre, mais c'était de m'arrêter manger. Voilà, parce que j'avais détecté que c'était lié à la calorie. Ok. J'avais détecté que c'était lié à un manque de calories et le sucre. Et le sucre, hein, quand je dis le sucre, c'est l'apport aussi en énergie. Le sucre, c'est de l'énergie. Donc, quand je dis sucre, c'est pas forcément boire un coca ou manger une tablette de chocolat, mais en tout cas, la calorie pour moi était ce qui me faisait perdre la concentration. Et c'est à ce moment-là que les messages arrivent. Donc, avec l'expérience, à chaque fois que je commençais à faire ce geste, à chaque fois que j'étais dans cette phase-là, je savais que, allez, dans la demi-heure ou dans l'heure maximum, je devais m'arrêter 15 à 20 minutes et, et, euh, et manger beaucoup prendre beaucoup de calories pour contrer tout de suite cet effet-là, et ça repartait. Et ça repartait. Donc moi, ça avait été ma stratégie, et c'est généralement la perte de concentration, peut-être liée à la fatigue, auquel cas, bon, on s'arrête, on fait une micro-sieste, on repart, ou alors c'est lié à la baisse de calories. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à me renseigner sur la dépense énergétique, le nombre de calories, on me disait qu'il fallait 60 grammes de sucre par heure maximum. Et aujourd'hui, les études montrent qu'il en faut probablement 90, voire 100 pour être performant. Donc ça évolue énormément, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'était la calorie. Et à chaque fois que je faisais ce mouvement, à tel moment, je savais que dans l'heure, il fallait que je m'arrête 15 à 20 minutes, et pendant ces 15 à 20 minutes, que je mange. Voilà. Et en fonction de ce que je trouvais ou de ce que j'avais sur moi, mais il fallait que j'ingurgite de la calorie parce que j'étais en dessous de mon niveau. Et ça me faisait douter, la petite voix intérieure négative arrivait, et voilà. Et après, sur les croyances limitantes, alors ça, le syndrome de l'imposteur, ça, je pense que c'est un dialogue qu'on aura à vie, de toute façon. C'est juste après comment tu lui parles, en fait, comment tu t'adaptes, comment tu contres ça. Mais il y a des périodes où c'est un peu plus présent, des périodes où c'est un peu moins présent. Mais ça, je pense que ce dialogue interne, c'est ce qui te construit, c'est ce qui te fait aussi te challenger. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-sabotent. C'est aussi souvent une question de confort. C'est de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Certes, on ne réalisera pas ce qu'on aimerait réaliser, mais on est confortablement dans sa vie. Après, c'est une question c'est pareil, hein, à la fin, à la fin, est-ce que tu as des regrets ou pas? C'est ça. À la fin, est-ce que tu as des regrets ou pas? Et moi, de cette expérience du Cap Nord, justement, ce que j'en retiens, c'est de ne pas attendre, en fait. De ne pas attendre. Alors après, attention, hein, je dis ça en toute humilité. Il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas la santé, donc ne peuvent pas le faire. Mais, euh, mais quand tu as l'occasion de faire quelque chose qui t'enthousiasme, mais qu'est-ce que t'attends, en fait? T'attends quoi? T'attends de pouvoir le faire et d'avoir des regrets? Quand tu as en face de toi ou la possibilité de faire quelque chose qui t'enthousiasme, mais fais-le. Fais-le, parce que ça va te rendre heureux. Et forcément, tu vas rayonner, tu vas partager ça autour de toi. Donc les gens qui sont autour de toi, bah forcément, vont être heureux. Tu vois, tu vas diffuser ce bien-être, en fait. C'est comme le fait, quand tu prends du temps pour toi, t'es vraiment égoïste, en fait. Tu vois, bah non, en fait. Si tu prends du temps pour toi,
c'est parce que tu vas te sentir. Alors là aussi, il y a des limites, il y a un juste milieu, il y a un équilibre, mais faire des fois des séances pour soi, ça va te faire du bien et forcément, ça va avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Donc après, voilà, je donne de leçons à personne, bien au contraire, c'est juste savoir où tu veux te positionner, où tu veux aller, et qu'est-ce que tu veux faire de ton temps, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, est-ce que tu vas avoir des regrets plus tard ou pas. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'enthousiasment? Oui, bah pourquoi tu les fais pas? Mais ça aussi, c'est pareil dans le business, hein, dans les choix de carrière, là on parle de sport, mais si tu fais du copier-coller, tu parles à un entrepreneur qui ne fait pas de sport mais qui fait que du business, c'est exactement pareil. Je suis tout à fait. J'aime beaucoup ce que tu dis vis-à-vis de l'égoïsme et vis-à-vis du fait que pour pouvoir donner de l'amour aux autres, être bienveillant, etc., il faut d'abord s'aimer soi-même et puis être bien avec soi-même et donc faire des choses qui sont importantes pour soi et commencer par soi pour pouvoir aller vers l'extérieur et l'extéroception. Donc, je te remercie de partager ça. Et ça m'amène un petit peu à la prochaine question. J'arrive un peu aux questions de fin que j'aime bien poser à tous mes invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie, Arnaud? Ça, Qui c'est a un une petit peu très bonne répondu, question. mais Non, non, mais c'est une bonne question. Réussir sa vie, oh là là, alors là, tu poses cette question à un type qui est intuitif à fond, qui est passionné à fond. Donc, réussir sa vie, c'est juste avoir été, avoir mis en place la vision que tu avais de tes projets. Avoir réussir sa vie, c'est ne pas être isolé de ta famille. C'est ça, c'est d'avoir trouvé cet équilibre, ce fameux équilibre si difficile entre j'ai kiffé ce que j'ai fait des trucs de dingue. En même temps, je me suis pas isolé de ma famille, je suis toujours très proche de ma famille. Je me suis épanoui professionnellement. J'ai l'idée des projets professionnels, j'ai impacté là où j'étais. Là aussi, on n'a pas creusé, mais c'est le fait d'impacter les choses qui est aussi très très important pour moi. Quand je fais quelque chose, c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est un impact dans la vie des autres. C'est pareil, en toute humilité là-dessus, j'ai pas de problème avec ça, je sais très bien où je suis et ce que je fais, mais là aussi c'est pareil, est-ce que ça va avoir un impact? Ça c'est plus sur le côté professionnel, pas sur mes projets personnels. Hein. Mes projets personnels, c'est juste, moi je le fais parce que ça m'enthousiasme et ça va me permettre de grandir et je vais vivre quelque chose en termes d'émotions puissants. Et après, sur le côté professionnel, c'est plus est-ce que ça va impacter la vie des autres? Est-ce que ça va impacter ma discipline? Est-ce que ça va impacter mon sport? Ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et après, réussir sa vie, bah, c'est quand à un moment tu fais les comptes, c'est est-ce que tu as réussi à trouver le juste équilibre entre tout ça et surtout est-ce que tu ne t'es pas voilé la face? Est-ce que ça a vraiment eu un impact? Est-ce que tu as vraiment fait des projets enthousiasmants? Est-ce que tu es vraiment proche de ta famille? Mais ça, je dirais que il faudrait presque pas attendre de faire les comptes, d'être en fin de vie ou pour le faire. C'est au quotidien. Faut le faire alors au quotidien peut-être pas, mais moi, tu vois, à titre d'exemple, tous les ans, enfin tous les ans, c'est pas tous les ans, c'est 2 à 3 fois par an avec ma compagne on se fait un check ensemble, c'est-à-dire on se fait un point, on se prend du temps tous les deux en disant voilà, euh, où est-ce qu'on veut aller? Alors tous les deux, mais aussi toi où est-ce que tu veux aller, moi où je veux aller, où est-ce qu'on veut aller ensemble? Et puis ben régulièrement, je me dis 2 à 3 fois par an, on se prend 2 à 3 jours comme ça et on met tout sur la table en disant voilà, on s'était dit qu'on allait faire ça, où est-ce qu'on en est? On s'était dit qu'on voulait faire ça, où est-ce qu'on en est? Euh, et je pense que c'est hyper important. Sinon, voilà, quand tu as des enfants en bas âge et tout, les journées, tu les vois pas passer, ça passe tellement vite. T'as peu de temps pour toi, et au final, ben, l'année elle passe, la décennie elle passe, et t'es dans un confort, t'es dans un rythme de vie de Monsieur Blin de tout le monde. Et je pense que réussir sa vie, c'est ça, c'est de se challenger régulièrement, 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 et aller vers les choses qui t'enthousiasment personnellement et qui ont un impact autour de toi. il y a un message ou un conseil fondamental que tu aimerais transmettre à tes enfants? Ah voilà, alors là c'est une grande question. Euh, Ouais, je dirais visiter le monde en fait. Ouais, faut voyager, faut voyager, faut voyager.
Parce que si tu voyages pas, tu penses que tout ce qui se passe dans ton quartier, dans ta ville, c'est ce qui se passe dans le monde. Faut voyager. Franchement, en voyageant, tu te rends compte que tu te rends compte encore un peu plus qu'on est que de passage, très clairement, et que on n'est pas grand chose en fait, et qu'il y a 50 000 manières de vivre une vie, puis encore 50 000, une infinie manière de vivre des vies, et que l'être humain est capable de vivre des vies épanouissantes partout autour de ce monde. Donc voyager, franchement, faut voyager, rencontrer des gens, s'inspirer des différentes cultures. Et c'est ce qui va faire qu'on est riche. Tu sais, on parlait de la richesse tout à l'heure, c'est ça. C'est avoir des amis un peu partout autour de la Terre, ou avoir rencontré des gens un peu partout autour de la Terre. Et ça, c'est une richesse incroyable. Une richesse incroyable. Ça élargit ta vision du monde, tant d'un point de vue, tant dans le sens physique figuré. Ouais, complètement, complètement. Puis ça te permet de te dire, en fait, on parlait des choses qui étaient importantes ou pas, et il y a des fois, il nous arrive des choses, on en fait toute une montagne. Je pense que c'est la fin du monde, et en fait, plus tu rencontres des gens aux quatre coins du monde, plus ce qui t'arrive, tu te dis, en fait, on va trouver la solution. Ouais, mais ça, c'est parce que tu vois, encore une fois, le cerveau, il adore prédire les choses et ce qui se passe, ou en tout cas, ce qu'il redoute qui se passe, il a l'impression d'un énorme point noir, tu vois, dans le grand chemin de sa vie, et il est incapable de voir ce qu'il y a derrière. Alors que quand tu regardes les choses avec le recul, on en revient un petit peu à cette logique de relier les points, suivre le chemin. Moi, j'appelle ça la théorie du puzzle. Tu t'aperçois que toutes les pièces se sont parfaitement bien imbriquées les unes les autres dans le grand puzzle de ta vie, que juste tout est parfait, et que cet énorme point noir que tu voyais, au final, c'est juste un battement de cils dans la grande ligne de ta vie, quoi. Ouais, très clairement. Très clairement, c'est exactement ça, hein, la vie, c'est un peu ça. C'est effectivement, quand tu nais, c'est comme s'il y avait un énorme puzzle qui était jeté en l'air. Et t'as une vie pour le reconstituer. Est-ce qu'il y a 3 choses que tu fais tous les jours et qui t'aident ou qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel? Ah. Des habitudes, des routines, des choses qui sont vraiment importantes dans le maintien et la préservation de ton énergie, à l'image de ton green smoothie du matin? Ouais, alors il y a une séance il y a une séance de sport, hein. Je pense que c'est pas forcément des heures et des heures parce que avec les différentes activités que j'ai maintenant, je peux plus me permettre d'aller me faire des entraînements de 3 heures, 4 heures, demi-journée comme je faisais avant quand je préparais mes objectifs. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir transpiré, d'avoir créé un peu d'endorphine en fait, c'est ça, hein. Donc sans pour autant être performant, hein, mais juste avoir cette sensation d'avoir soufflé, d'avoir respiré, d'avoir pris une grande inspiration. Ça c'est important. Et après, oui, ce que je fais régulièrement, mais après c'est pareil, mes activités font que je suis toujours en anticipation. Je peux pas être dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, tu vois, au moment où on enregistre, on est en 2023. Moi, professionnellement, je suis déjà en 2025 en fait. Donc j'ai systématiquement cette vision, le fait d'impacter, comme on parlait, c'est ok, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux emmener ce pourquoi je travaille. Donc c'est pour ça que je suis jamais vraiment là. C'est aussi un reproche qu'on me fait parfois, c'est que je suis jamais vraiment là en fait, parce que j'ai toujours T'es un un peu rêveur. cette. Ouais, moi je suis un grand rêveur, mais très clairement. Mais professionnellement, je suis déjà en 2025 en fait. Donc parce que tout ce que je mets en place s'anticipe des mois, voire des années à l'avance. Donc ça c'est parfois même un peu compliqué, mais après voilà, c'est une to-do list, c'est chaque jour avoir fait avancer le projet un peu plus, euh, tout en réussissant régulièrement à se faire des plages de réflexion justement, parce que tu te laisses entraîner par la to-do list et les tâches que tu fais, et t'es submergé, et je suis submergé par les emails, donc ça aussi c'est une question. L'organisation pour moi est un vrai sujet, de trouver la bonne organisation qui te permet à la fois d'avoir du temps pour travailler sur la vision, mais en même temps faire avancer le projet au quotidien. Donc ça, c'est aussi, on parlait de l'équilibre, ça aussi, c'est un équilibre qui est difficile à trouver quand as plusieurs projets en route, quoi. Donc j'ai pas vraiment de routine qui se répète au quotidien. Je sais juste que dans la journée, à un moment donné, il va falloir que je check ma to-do list, que je planifie. Alors c'est pas au quotidien, je peux pas faire du sport tous les jours, mais dans la semaine, il faut au moins que j'ai tu vois, sur 7 jours, il faut au moins que j'ai mes 4 séances de sport pour me sentir équilibré et bien dans ma tête. Hmm.
Tu vois, sur cette question de l'organisation, je pense que pour tous les hommes ambitieux qui veulent faire beaucoup de choses dans leur vie, c'est vraiment un point fondamental. J'ai enregistré récemment un podcast avec Julien Guenat, qui a fondé un mouvement qui s'appelle l'organisologie, justement, et qui s'est intéressé à cette science de comment mieux organiser notre temps, nos journées, etc. Et notre cerveau numérique, justement, pour diminuer la charge mentale et être plus efficace dans ce qu'on fait. Et c'est une approche qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup aidé, que je continue à améliorer chaque jour, notamment avec l'utilisation d'une app qui s'appelle Workflowy, dans lequel j'ai délégué tous mes projets, mon CRM, mes contacts, mon agenda, etc. Et avec une méthodologie d'organisation de mes journées, notamment, tu vois, le matin, je les consacre aux choses qui sont importantes, qui font vraiment avancer fondamentalement mon business. Et l'après-midi, plutôt à tout ce qui est mail, call, exploration, c'est-à-dire découverte, lecture, vidéo, etc. Et comme toi, tu vois, je gère plusieurs projets de front et vraiment, je pense que c'est du temps que j'ai investi dans le fait d'améliorer mes méthodologies d'organisation, mais c'est un investissement qui porte des intérêts composés pour tout le reste de ma vie. Ah, c'est clair, c'est la clé, hein. C'est la clé, c'est accepter aussi de perdre, alors perdre du temps. Accepter d'investir un petit peu de temps pour justement accélérer derrière. C'est très intelligent, effectivement. Est-ce qu'il y a un objet, un outil ou une technologie que tu as acheté récemment ou ces dernières années et qui a changé un petit peu ton quotidien, de laquelle tu pourrais pas te passer aujourd'hui? Alors, je suis assez data, moi. On parlait de data tout à l'heure. Moi, je suis très connecté. Je mesure mon sommeil, effectivement. Je regarde comment s'est passé mon sommeil. Voilà, Avec après, quoi, une Bagoura? non, j'ai un bracelet Whoop, donc ça me permet Ah, j'en ai un aussi. ouais, ça me permet de bien justement mesurer mon sommeil. J'avais testé aussi les patchs Super Sapiens, donc je dirais que je suis assez connecté, mais depuis longtemps, hein. Depuis très très longtemps. Hein. J'avais même commencé à travailler sur un projet avec un leader chez IBM à Chicago sur l'intelligence artificielle dans le cyclisme. Euh, et puis c'est pareil, les choses ont fait que tout ça s'est arrêté avec le Covid, avec la guerre en Russie, donc on n'a pas pu mettre en place ce projet. Mais j'ai toujours été assez connecté. Après, il n'y a rien qui a vraiment révolutionné parce que ce qui va t'aider sur un instant T, bah, les choses bougent et dans le temps, il faut réussir à le mettre à jour, à le mettre à jour régulièrement. Mais non, à part à mon iPhone dont je ne peux me séparer, euh, voilà, je suis assez connecté. Voilà, si tu me parles de data, ça va m'intéresser. Voilà, très clairement. Si tu parles de data, hop, tout de suite, j'ai tu vois, le sourcil qui va, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais, je suis exactement comme toi. J'adore comprendre comment fonctionne mon corps, comment il réagit, etc. Là, d'ailleurs, j'ai un capteur de glucose sur le bras par curiosité, juste pour voir comment eh ben, mon alimentation influence ma glycémie, etc. C'est Complètement. super intéressant. Ouais. T'as parlé du patch Super Sapiens. Ça t'a appris des choses intéressantes? Ça m'a appris que la pizza était très sucrée. Ça m'a appris, tu vois, c'était mon record de pic de glycémie, c'est en manger de pizza. C'était voilà. Non, mais ça, effectivement, ça t'apprend tes seuils déjà, ça t'apprend quelle alimentation te convient et quelle alimentation te permet alors j'allais dire, non pas d'être performant, mais de te faire plaisir dans ton sport. Juste, je parle pas de performance, de résultat, c'est juste te faire plaisir et se faire plaisir, c'est se dépenser, sentir qu'on va loin dans l'effort et ce genre de data te permet de comprendre comment réagit ton corps face à telle ou telle alimentation et dans quelle zone tu dois être pour être performant. Et on est tous différents et le capteur te permet justement de paramétrer ces zones de manière à savoir si bah, là, il faut que tu t'alimentes parce que tu es en sous-performance ou là, bah, là, tu es bien, donc tu peux y aller. Quoi. En gros, tu peux envoyer un peu la purée parce que tu es bien. Quoi. Donc, tu peux taper dans tes réserves. Donc voilà, ça, je trouve ça intéressant juste pour ça, sans le fait d'être performant, parce que le problème, c'est que le mot performant va tout de suite te lier à la compétition, au côté négatif de la performance. Alors pour moi, être performant, c'est juste me sentir bien dans mon activité physique, me sentir à l'aise. Voilà, ça c'est important pour moi.
Et puis en plus, je pense que quand tu fais des épreuves un peu ultra comme ça, le sang, il est quand même largement routé dans les muscles, dans le cerveau, etc., et pas dans le système digestif. Donc la sensation de faim, elle n'est pas forcément présente. Tu parlais tout à l'heure de manger 60 grammes, maintenant on dit même 80, 90 grammes de glucides par heure. Enfin moi, en tout cas, quand je fais des sorties longues, je pourrais ne rien manger. Et Ah oui, donc très quelque clairement. part, Ouais. cette baisse de performance, elle est insidieuse. J'ai trouvé très intéressant d'ailleurs cette petite corrélation avec ton discours intérieur. J'essaierai d'observer ça. Mais donc potentiellement, peut-être ce type de capteur, justement, t'aide à savoir quand tu aurais intérêt ou quelle quantité tu aurais intérêt à manger chaque heure. Ah oui, très clairement, ça te permet de rester dans cette zone de performance, en fait. C'est-à-dire Ok, que c'est physiologique, hein. Dans telle zone, ton corps est performant. Alors après, il faut alimenter l'application régulièrement, hein, parce que c'est de l'intelligence artificielle qui est pluguée derrière. Donc, il faut vraiment mettre à chaque fois ce que tu prends, quand est-ce que tu le prends. Si tu arrives à avoir la composition précise, c'est encore mieux, et de manière à être avec le temps. C'est pareil, c'est pas du one shot. Utiliser ce genre de data, c'est vraiment dans le temps, parce que plus tu vas alimenter en données, plus l'intelligence artificielle justement va être capable de t'apporter des réponses très précises sur ton cas particulier, qui sera différent de mon fonctionnement à moi ou d'une autre personne. Donc, tout à fait. donc c'est pour ça il faut l'utiliser, mais jouer le jeu à fond. Et là, effectivement, à un moment donné, c'est hyper précis. Et tu sais que dans telle ou telle zone, là, tu es dans une performance optimum et tu peux te faire plaisir. Mais ça, cette individualité, elle est fondamentale. D'ailleurs, je travaille sur une masterclass avec le docteur Mouton sur la génomique. Et notamment, tu vois, tu as les génotypes ApoE qui définissent un petit peu ta capacité pardon, à métaboliser correctement les graisses. Et tu vois que des ApoE2 vont super bien fonctionner sur du cétogène, alors que des ApoE4 vont plutôt être sur une alimentation plus glucidique avec beaucoup de végétaux, un peu végétarienne, etc. Enfin, tu t'aperçois que sous le prisme de la génétique, on est vraiment tous individuels et que c'est la raison pour laquelle t'en as qui disent ouais telle alimentation c'est la meilleure et en fait ils ont raison alors que d'autres disent le contraire et ils ont raison aussi, c'est juste qu'elle est la Ouais, meilleure pour une complètement. personne particulière Exactement. et ça se vérifie aussi sur l'hémoglobine glyquée, donc tu vois qu'il y a un petit peu un facteur justement de cette glycémie qui peut parfois être constamment trop haute et donc de la caramélisation du cerveau, et cette hémoglobine glyquée en réalité avec deux personnes qui ont le même régime, potentiellement qui mangent même pas de produits transformés, sucrés, etc., tu vas voir que tu en as qui ont des taux un peu trop élevés, alors que d'autres sont parfaitement dans ce qu'il faudrait être. Et en fait, simplement que la glycémie et notre réaction vis-à-vis des aliments qu'on mange va être complètement différente. Et tu parlais du fait que la pizza était hyper sucrée. Eh ben bon, ça c'est un état de fait. Mais probablement que moi, je mange une part de pizza ou une pizza, mon taux de glucose sanguin il va monter à 120 alors que le tien il va monter à 200, tu vois, Complètement. et donc tout ça est extrêmement individuel. Là, si tu mets en plus le doigt dans la génétique, alors là, c'est sans fin. C'est sans fin. Ah ouais, c'est sans fin. Est-ce que tu as un défi à offrir à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours et qui leur permettrait de découvrir d'autres facettes de leur potentiel? Euh, alors écoute, ouais, je vais essayer de rester assez positif, voire même très positif, mais juste se poser 15 jours de suite et à écrire noir sur blanc sur leur petit carnet. Voilà, qu'est-ce qui les enthousiasme aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui les enthousiasme? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils soient heureux dans la vie? Tu vois, quel projet leur permettrait d'être bien dans leur tête? Et je pense qu'au bout de 15 jours, il y a forcément si vraiment 5 minutes, hein, 5 minutes, tous les jours, tu te mets face à toi-même et tu te dis, voilà, qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui et qu'est-ce qui ferait que demain je sois une meilleure personne, pour moi-même, mais aussi pour les autres. Et tu verras que si tu le fais 15 jours de suite, il y a forcément des choses qui bougent à la fin, hein. Ça, c'est évident, évident. Mm. Ouais, c'est un beau conseil et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis des rendez-vous de couple. Moi, je le fais aussi avec ma femme tous les mois, mais moins longtemps. C'est-à-dire que c'est juste une soirée une fois par mois et on discute un petit peu justement de nos projets communs, des choses aussi qui peuvent créer des tensions au quotidien, de notre vision de la vie, de ce qu'on a envie de construire, de notre parentalité, etc. Et je trouve que c'est hyper important. Et ce type de revues, je trouve qu'elles sont tout aussi importantes à l'échelle personnelle pour justement réfléchir sur la courbe de notre destin. Bah, il faut s'observer et se poser de temps en temps des questions, de se poser seul avec soi-même et de savoir
voilà, comme tu dis, qu'est-ce qui nous enthousiasme, qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on va. Et donc c'est un beau conseil. Et tu vois, à t'écouter, quand tu le disais comme ça, tout de suite, je me suis demandé, tiens, si je me pose la question tous les jours, est-ce que la plupart des choses que je fais m'enthousiasment? Bah, j'ai de la chance, je pense que souvent je peux répondre oui. Mais Ouais, mais tu je sais, trouve c'est que le comme fait quand de le tu faire tous travailles. les jours pendant 15 jours, c'est intéressant. Ouais. Mais oui, c'est comme quand tu travailles avec un coaché. Quand tu poses la question à une personne, c'est quoi ton objectif? Donc la personne va te dire son objectif, pourquoi tu veux le faire. Donc elle va te dire le pourquoi. Mais c'est pas le vrai pourquoi. C'est-à-dire, c'est pas la réponse qui est donnée, c'est pas le vrai objectif. Ça, tu l'apprends rapidement au coaching, c'est que parfois il te faut une séance avec une personne pour détecter quelle était la vraie motivation. Et parfois il te faut plusieurs séances pour détecter quelle est la vraie motivation. Et je pense qu'en faisant cet exercice sur 15 jours, au bout de 15 jours, tu auras la vraie réponse et non pas la première question qui te vient à l'esprit et qui est parfois aussi trompée par justement le cerveau et les petites voix, le dialogue interne. Mais c'est souvent, quand on creuse, c'est souvent au bout de 3 ou 4 pourquoi. Pourquoi tu veux réaliser ce projet? Parce que j'ai envie de gagner la course. Ok. Pourquoi c'est important de gagner? Parce que ça me permet d'avoir un partenaire différent. Mais pourquoi c'est important d'avoir un partenaire? Parce que ça me permet d'avoir du matériel. Mais pourquoi tu vas avoir du matériel? Et quand tu creuses comme ça, au final, tu as la vraie motivation. Tu as la vraie motivation de pourquoi cette personne fait tout ça. Et je pense que en faisant se poser comme ça régulièrement face à son carnet, forcément les choses avancent. Forcément les choses avancent. Alors après, il peut aussi y avoir un défi plus sportif. Hein, c'est juste de faire une petite séance tous les jours pendant 15 jours de respiration, de yoga, d'une séance assez courte, de sport qui va libérer de l'endorphine et du bien-être. Ça aussi, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un prochain invité que tu aimerais entendre au micro de Limitless pour parler du potentiel humain? Il y en a plein, il y en a plein. Il Parce y en que a 270, j'ai 280? rencontré tellement des gens extraordinaires, extraordinaires, que ce soit des navigateurs qui sont actuellement sur la Transat Jacques Vabre, que ce soit des alpinistes, comme tu l'as dit, moi ces gens-là, ce soit les alpinistes, les navigateurs, j'ai beaucoup beaucoup de respect pour ces gens-là qui vont dans des endroits du monde juste dingue. Mais après, je dirais qu'il y a une personne moi que j'ai rencontrée qui m'a marqué parce qu'il respirait vraiment ce qu'il était. Et ça aussi, c'est quand tu as beaucoup beaucoup d'invités comme ça, tu te rends compte qu'il y a parfois il y a des gens qui font les choses parce qu'il faut les faire, mais tu sens que c'est pas réellement eux, tu vois. Et t'as d'autres personnes où elles respirent ce qu'elles te disent. Tu sens c'est un discours de vérité et qu'ils incarnent vraiment ce qu'ils sont, tu vois. Tu vois, c'est un peu le dicton fais ce que tu es et sois ce que tu fais pour réussir ta vie. C'est un peu ça. Ça pourrait répondre aussi à ta question, tu vois, après coup. Mais je pense à Mathieu Torder. Mathieu Torder, que tu connais forcément, qui pour moi est une personne que j'ai eu les chances d'avoir sur mon podcast et qui, pour moi, respirait ce qu'il était. Voilà. Tu sentais qu'il faisait pas ça parce que c'était tendance, parce qu'il fallait faire un truc pour la planète non, lui, c'était sa vraie personnalité. Il respirait ce qu'il était. Et tu sentais que c'était un discours qui était sincère. Et lui, je pense que les contrées du monde, c'est sa vie. Hein. Aller à l'autre bout du monde, rencontrer la population, rencontrer, se confronter au climat. Voilà, c'est sa vie. C'est sa vie et pour le coup, lui, c'est un vrai explorateur dans toutes les dimensions du mot d'exploration. Alors que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent se dire explorateurs ou aventuriers, c'est facile. C'est assez facile de le dire, moins de le faire parfois. Mais Mathieu Torder, pour moi, c'est la grande classe. Trop cool, ça me donne vachement envie de le recevoir. Si on veut te suivre, te retrouver, on écoute ton podcast évidemment Ultra Talk. On te retrouve aussi sur ton site Arnaud Manzanini. De toute façon, je mettrai tous les liens dans l'article lié. Tu parlais aussi d'un post que tu allais publier sur le syndrome de l'imposteur. Où est-ce que tu publies ça? C'est sur ton blog, sur LinkedIn? Sur LinkedIn, ouais, dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le podcast, c'est aussi, tu vois, on parlait de faire ce qui t'enthousiasme. Et là, le podcast, aujourd'hui, pour moi, c'est ça.
parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une activité. Mais le podcast Ultra Talk, je l'ai lancé il y a 6 ans. 6 ans, c'est un chapitre de vie, 6 ans. Et pourtant, j'ai pas fait d'études de marketing, j'ai pas fait d'études de communication, j'ai pas fait d'études de journalisme. Et ce podcast, je l'ai lancé alors que j'avais le bras cassé. J'étais tombé en vélo. J'avais eu 2 mois et demi d'immobilisation. Et c'est pendant ces 2 mois et demi où un ami m'envoie un podcast. C'était le podcast de Pauline Léniaud, où elle recevait une traîneuse qui avait été courir dans l'Antarctique. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'elle a vécu, comment elle le partage, en fait, elle pourrait dire qu'elle a fait Race Across America, et je pourrais dire ce que j'ai fait, ce qu'elle a fait, parce que j'ai ressenti exactement les mêmes émotions. Et là, je me suis dit, en fait, si elle partage ses aventures qui sont pas du tout du cyclisme ultra-distance et qu'on a vécu les mêmes émotions, peut-être que moi, je peux faire partager aussi les émotions dans le monde de l'ultra-distance. Et c'est comme ça que le podcast Ultra Talk est né. Au départ, j'ai fait le cyclisme et très rapidement, au bout de 5 ou 6 épisodes, j'ai ouvert à d'autres disciplines. Et c'est comme ça que le podcast a été sur Eurosport. Donc le syndrome de l'imposteur, le poste, il va me concerner moi. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois les classements, et hier au soir, Ultra Talk était 3e classement podcast sportif, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois? Qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois? Je vois au milieu de podcasts qui, eux, ne sont pas natifs, mais tu vois toutes les stars d'RMC qui sont des professionnels, et que le deuxième podcast qui est dans la tête d'un cycliste, un podcast que j'ai lancé avec Sunday Night Productions, où j'ai pris à ma charge la première année, et que depuis maintenant ce podcast est lancé. Et les 2 podcasts sont dans les 18, le top 20 des podcasts sportifs. Le syndrome de l'imposteur, il est là, parce que je me dis, mais en fait, moi j'étais en échec scolaire. C'est le sport qui m'a ramené la tête au-dessus de l'eau, qui m'a permis de respirer. Jamais j'aurais imaginé ça, tu vois. Jamais j'aurais imaginé ça. Donc il faut réussir à jouer avec ce dialogue-là et de se dire, attends, si t'es là, c'est parce que t'as fait les choses, parce que tu fais les choses sérieusement. Je sais que j'ai un mode de fonctionnement qui fait qu'il faut que je fasse les choses beaucoup plus longtemps ou de manière beaucoup plus répétée pour avoir le même résultat qu'une personne qui est brillante. Voilà, je le sais. Donc il faut faire avec. Comme quoi, quelle magnifique illustration de ce dont on parlait, de relier les points, de cette théorie du puzzle, etc. C'est super beau. Je connaissais pas cette histoire, mais comme quoi, tu vois, quand il t'arrive des trucs, j'aime bien, il y a une espèce de parabole qui dit chance ou malchance, qui le sait. Je sais pas si tu la connais, mais bon, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui achète un cheval et puis son cheval se casse une patte et puis chance ou malchance, qui le sait. Puis au final, suite à ça, où c'est lui qui se casse le bras. Bref, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais de fil en aiguille, il y a eu plein d'épisodes dans sa vie qui petit à petit l'ont mené au fait de pas devoir aller à la guerre. Et en fait, à chaque fois, les autres du village lui disaient qu'il avait pas de chance, et puis lui, il disait à chaque fois chance ou malchance, qui le sait. Et qui montre que tout ça est vraiment une question de perception, et qu'au final, on en revient à ce qu'on disait. Tout ce qui arrive dans nos vies quelque part est là pour une bonne raison et pour nous faire progresser et grandir vers nos valeurs hautes. Exactement. Mais c'est exactement ça. En écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que tu es toujours aussi rempli d'énergie, d'enthousiasme après presque 2 heures de conversation? Voire même plus. Ce genre de discussion, c'est toujours enthousiasmant, très clairement, parce que ça te permet de te poser des questions, ce qu'on fait pas forcément quand on lance une journée. On part tout de suite sur ces différentes activités, et on prend pas forcément le temps de refaire un petit retour en arrière sur le parcours, ce que tu m'as fait faire ce matin, en me faisant reparler de moments, de bons moments, de moins bons moments, mais en tout cas de mon parcours. Et forcément, c'est quand tu aimes le partage, quand tu aimes l'échange, ça permet de créer aussi, là aussi, tu vois, on parlait d'endorphine. Probablement que j'ai dû créer un petit peu d'endorphine en faisant cet épisode. Oui, de mon côté, c'est un petit peu la même chose. Tu vois, souvent, quand je fais mes podcasts, j'ai une forme d'état de flow. Tu vois, on parlait d'enthousiasme, de boussole, de suivre l'énergie. Et clairement, c'est des moments qui me donnent de l'énergie plutôt qu'elle m'endraine. C'est des moments qui m'enthousiasment. Et si je me demande à la fin de la journée, est-ce que j'ai réussi ma journée? Je peux répondre que oui. Et je te remercie parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation avec toi. Et tu parlais de Mathieu Torder et du fait qu'il respirait ce qu'il disait. Eh bien, j'ai ressenti la même chose à ton contact. Tu vois, tu vis les choses
avec générosité, sans fausse modestie et sans prétention non plus, simplement aligné avec ce que tu as ressenti dans ton corps, dans ton cœur, sans minimiser le négatif et tout en montrant tout ce que ça t'a appris, tout ce que ça t'a apporté. J'aime bien, tu vois, cette authenticité dans le partage qui est belle, qui est inspirante, qui montre toute la diversité aussi des parallèles que tu peux faire entre les différentes choses, les différentes parcelles de la vie, que ce soit dans les exploits sportifs, dans l'entrepreneuriat, dans la famille, tout finalement se recoupe quelque part pour vivre une vie choisie. Parce qu'au final, c'est ça peut-être qui conclut ton parcours et ton message, c'est choisissez votre vie. C'est tout à fait, je pense que t'as bien résumé, effectivement. C'est choisir la vie qu'on aimerait avoir. Eh ben écoute, merci Arnaud, et puis aussi merci pour tes conseils dont je vais m'inspirer pour mes propres pour réaliser mes propres rêves et puis choisir ma propre vie. Donc merci à toi, merci pour cette générosité, et puis je te souhaite une très très belle journée. À Un bientôt. grand merci également.